Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, émission numéro 90 avec un grand anniversaire. On fête les 20 ans de Matrix cette semaine déjà. Et pour l'occasion, on revient sur la filmographie, j'espère complète, des sœurs Wachowski. En tout cas, on va essayer, en compagnie de Perrine Kenson. On t'écoute dans nos ciné, sur tous les podcasts de Binge Audio. C'était pour les séries, c'était Next Episode. Next Episode, oui. Tout à fait, on peut te lire dans Première, dans le film français et dans Cinéma Teaser, entre autres. Ouais. Tout à fait. Et de l'autre côté du plateau, on a Rafik Djoumi. Bonjour. On t'avait déjà reçu pour la spéciale Metal Gear Solid. On peut t'écouter dans nos ciné aussi. On peut t'écouter dans Capture Mag et dans Total Tracks, un nouveau podcast. Consacré à la musique de film. J'ai pas de retour, donc je sais pas du tout si on m'entend, mais je parle quand même. Et également sur le site Arrêt sur Image, dans une émission qui s'appelle Post-Pop. Très bien. Merci à vous deux de venir avec nous dans ce numéro. Autour du plateau, on a Titouan. Comment ça va ? Ça va très bien. Moi, on m'entend. Cool. Très bien. Oui, ça va très bien. Très bien, Cédric. Ça va nickel. Et Chloé, comment vas-tu ? Très bien. Très très bien, fantastique. Alors on va revenir avec vous, Cédric et Titouan, sur Shazam et sur Mob Psycho 100 saison 2. Tout à fait, à l'occasion Thierry. des critiques. Oui. Avant ce grand débat, on a bien sûr les news. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, au hashtag HPL, on vous lit, et sur la chatbox tout au long de l'émission. Partagez avec nous vos questions et vos anecdotes. C'est parti pour les news. Les news qui commencent cette semaine avec des nouvelles de Square Enix qui nous donnent d'abord des nouvelles de Final Fantasy VII, le remake. Tetsuya Nomura qui sera donc en charge du projet mais en liberté conditionnelle car accompagné par un certain Naoki Hamaguchi, programmeur qui a commencé sur FF12 pour gravir les échelons et devenir co-réalisateur sur ce projet, on rappelle, annoncé en 2015. Le développement n'a pas encore commencé car il recherche un concepteur de cinématique et animateur de visage. Donc voilà, on n'est pas rendu les amis. Adieu. Rendez-vous sur PS5. Également à l'occasion du 1er avril et du lancement de cette nouvelle année fiscale, Square Enix a annoncé la recomposition de ses unités de production avec donc la division 3 qui sera dirigée par Naoki Yoshida, responsable entre autres de la résurrection de Final Fantasy XIV, qui amorce la fin de pré-production du mastodonte qui devra succéder à ce grand titre. Donc peut-être FF16, on ne sait pas. Annoncé d'ores et déjà pour la prochaine génération de consoles et de services. Pas mal de bonnes nouvelles, ça avance du côté de Square Enix. Titouan, je te vois réagir. Bah ça avance, oui, doucement mais sûrement quoi, comme on dit, parce que ça fait quand même vachement longtemps que FF7 est sur les... Enfin FF7 Remake 2015 est annoncé. On sait déjà probablement que ça sera en plus en épisodique. On sait pas combien de temps ils vont mettre entre chaque épisode, donc à voir quand même. Après le développement est revenu en interne, peut-être que ce sera plus productif. On verra. Chloé, on passe à toi, du coup avec des news peu réjouissantes de Anthem et des coulisses sanglants du jeu. Oui, parce que entre un scénario assez peu inspiré et des contenus qui n'ont pas été très très diversifiés, Anthem a fait beaucoup de déçus. Donc on a Jason Schreier qui a interviewé plus ou moins 19 personnes sous couverture d'anonymat qui ont travaillé sur la production du jeu, et on a quelques informations comme quoi déjà avant toute chose, quelques jours à peine avant son annonce à l'E3 en 2017, le jeu n'avait pas encore son nom définitif. Il devait s'appeler Beyond. Il s'appelait Beyond à cette époque. Et il s'avère que c'était une marque qui était déjà prise, donc ils ont choisi ensuite un nom de backup. Mais ça montre un petit peu le peu de sérieux qu'il y avait derrière. Effectivement. Et il y a eu énormément de chaos au sein des studios déjà en 2014, le départ de Casey Hudson qui était un des piliers du projet, le décès du lead designer Corey Gaspur, ce qui a fait que le jeu a commencé véritablement à être développé 16 à 12 mois avant sa sortie, alors qu'il était annoncé depuis 2012, si je ne dis pas de bêtises. Pré-production depuis 2012. Ouais. Pré-production depuis 2012. Donc vraiment le cœur du gameplay et les quêtes ont été faites un peu à la dernière minute, et ça se ressent au niveau du gameplay en règle générale. Rien que le nom Anthem of Creation a été implémenté à 2 semaines du lancement du jeu, un truc comme ça. C'est ça. Ahurissant. Voilà, et on sent qu'il y a eu aussi beaucoup de problèmes en interne, énormément de burn-out, énormément de personnes qui sont parties au fur et à mesure du projet, ce qui nous rappelle un peu les aléas des conditions de travail dans l'industrie vidéoludique. On en parlait la semaine dernière justement avec Sybille Collas
passe entre autres, mais sur les questions de la place des femmes dans les studios, qui est peut-être un peu compliqué encore dans le jeu vidéo. C'est pas que la place des femmes. Pas que la place des femmes. Surtout, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on lit les retours sur l'article, il y a énormément de membres de studios qui disent ça se passe pareil chez moi. Je témoigne sous X, mais chez Electronic Arts c'est pareil, chez Activision c'est pareil, chez Rockstar c'est pareil. Et au final, on s'aperçoit que peut-être que ce qui a été dévoilé de Red Dead Redemption 2 l'hiver dernier n'est peut-être que le début d'une longue cascade de révélations. Un nouveau gate. Peut-être le début aussi peut-être d'une syndicalisation du milieu du jeu vidéo, ça serait intéressant à suivre pour un autre numéro. Rafik, un petit avis sur le sujet du jeu vidéo et de la manière dont il traite ses employés. J'ai l'impression que c'est le monde du travail dans sa globalité qui est concerné par cette question. Donc je ne sais pas si le jeu vidéo, en quoi le jeu vidéo devrait échapper à ces catégorisations qu'on retrouve par ailleurs. Non, après l'industrie culturelle, j'ai l'impression qu'elle est généralement un petit peu en avance sur ces questions-là, mais je connais mal l'industrie du jeu vidéo, donc mon avis s'arrête ici en fait. Cédric ? Non, comme il dit, c'est pas que le jeu vidéo, c'est l'ensemble de l'industrie de la culture en fait. C'est-à-dire qu'on demande tellement de plus en plus de culture tout de suite maintenant, et il en faut un tel contenu que c'est normal que toute l'industrie soit à saturation et au bord du burn-out en fait. Moi ça m'étonne pas. Ouais, c'est un peu une affaire à suivre. Je pense qu'on aura pas mal de petites révélations dans les semaines qui viennent. Exact. Une nouvelle peut-être un petit peu plus joyeuse. Une affaire à suivre parce qu'on en avait parlé la semaine dernière de Borderlands 3. Donc on commence à avoir plus d'informations. On sait que le jeu va sortir le 13 septembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Que ce sera une exclusivité de l'Epic Game Store. Pendant 6 mois, si je dis pas de bêtises. Pendant 6 mois, quelque chose du genre. Qu'il y a un Season Pass qui a déjà été prévu ainsi que 4 campagnes additionnelles. Et qu'il y aura une présentation du gameplay en direct le 1er mai pour les petits intéressés. Tout à fait, donc pareil à suivre, Borderlands 3, peut-être, il y a eu une collection du 1 et du 2 aussi qui ont été annoncés dans la foulée, si je dis pas de bêtises. C'est ce dont on parlait la semaine dernière. Le bon moment pour découvrir la saga. Cédric, on passe à toi avec une petite news du monde de la Japanimation. Oui, l'éditeur Atanimé, qui m'est cher, toi aussi. L'éditeur Atanimé, il vient d'annoncer un petit peu son planning de sortie de différents jolis coffrets Blu-ray, entrée nouvelle édition, réédition, nouveaux produits. À partir du 29 mai, vous pourrez retrouver chez n'importe quel vendeur de biens culturels Maquia, le film qui est sorti l'année dernière de façon très confidentielle. Il n'y a eu qu'une avant-première au Grand Rex, qui est un excellent film. Donc Maquia, le titre international c'est The Flower Bloom. When the Flower Blooms. When the Flower Blooms, qui était un film fait par Mario Okada. C'est sa première réalisation. On retrouve aussi Gundam, la trilogie de films original Gundam, donc qui est la remasterisation des 40 épisodes de la série qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Et oui. Et le coffret était déjà sorti il y a quelques années, et là il revient avec des sous-titres remanié légèrement plus subtil et une 5.1. Donc il y a une 5.1 et une 2.0 et c'est la seule édition au monde pour l'instant à avoir en Blu-ray cette trilogie. Ghost in the Shell Standalone Complex, les 2 saisons ressortent aussi dans un nouveau coffret plus joli. Et à partir du 26 juin, on retrouvera Magus Bride, l'animé basé sur le manga qui est aux éditions Komiku, sur une jeune orpheline qui est tenue par un mage à tête d'animal squelettique, de cerf un peu étrange. Et Gun-Gale Online qui est l'animé spin-off de Sword Art Online, donc que de beaux animés. Pas mal de trucs sympas à retrouver à Japan Expo. Wink wink. Wink wink wink. On reste avec toi dans le monde de la Japanime, mais peut-être dans son versant live avec Cowboy Bebop qui dévoile son casting. De Japanime, c'est le Cowboy Bebop que Netflix annonce, un autre énième produit que Netflix attire les droits. Ne sois pas si cynique enfin. C'est la formule Netflix, mais bon, bref. On ne sait pas encore ce que ça va donner, on a juste eu le casting principal. Alors pour le rôle de Spike, le héros, on a John Cho qu'on avait vu dans Sulu dans Star Trek, dans les remakes, reboot, la trilogie de films. Dans le rôle de Jet Black, on retrouve Mustafar Shukir qui avait fait Luke Cage. Dans le rôle de Fave, on a Daniela Pineda qui avait été dans Jurassic World 2. Pour l'instant, c'est les 3 dans les héros qui ont été annoncés. On ne sait pas encore pour les autres personnages, puisque c'est des cas un peu particuliers, bien sûr. La question de Ed va être assez épineuse, je crois. Et dans le rôle de Vicious, le méchant, on a Alex Hassel, qu'on avait retrouvé dans Genius.
Donc pour l'instant ça reste toujours très flou, on ne sait pas trop sur quoi ils vont partir. On sait juste que Shinichiro Watanabe est à la production, enfin en tout cas il est consultant et il donne son aval sur pas mal de choses. Donc, voilà. Les inconnus, on n'a toujours pas de showrunner, on n'a toujours pas de compositeur ou compositrice. Peut-être que Yoko Kanno va revenir, on ne sait pas. Mais c'est là encore une fois une technique Netflix, on annonce 5 ans à l'avance un projet. Moi je pense encore à Dark Crystal qui est toujours en production, la série qui doit faire suite au film de Jim Henson. Bon. Perrine, ça t'intrigue, Cowboy Bebop en live? Oui, un petit peu. Après, ce que je trouve intéressant pour l'instant sur cette histoire de casting, pour le coup, c'est que Netflix a compris la leçon finalement Ghost in the Shell et compagnie, c'est-à-dire d'éviter toute forme de whitewashing et de prendre des acteurs tous américains certes, mais d'origine diverses et variées. Et je trouve que c'est plutôt en soi une bonne idée de leur part. Après, en effet, je suis assez d'accord sur le nombre d'inconnus. Il y a beaucoup de X dans cette histoire, et c'est vrai que tant que les X sont pas remplis, ça reste un petit peu c'est joli sur le papier quoi. Après on verra. Après je suis pas sûre d'une adaptation de Cowboy Bebop soit aussi nécessaire que ça, mais bon après non, ça c'est mon avis sur les adaptations de manière générale, mais en soi le casting pour l'instant est relativement intéressant. Surtout John Cho qui a un petit panel de jeux quand même assez intéressant, parce qu'on l'avait vu dans des trucs un peu sérieux à la Flash Forward et en même temps dans Harold et Kumar à côté, donc peut-être que la bouffonnerie de Spike ça pourrait être intéressant à suivre. Le choix de casting est pas déshonorant du tout, mais c'est juste comme dit Perrine, il y a trop d'inconnus pour que je puisse m'enjailler sur ça. Moi je peux pas m'enjailler sur juste 3 acteurs en fait, personnellement. Oui effectivement, surtout quand on sait que le seul réalisateur qui a été annoncé pour le moment, Alexandre Garcia, j'ai plus son nom exact, Garcia Lopez. A réalisé l'atroce parenthèse sur Karen dans Daredevil saison 3, donc je sais pas trop à quoi m'attendre là-dessus. Voilà, c'était mon petit avis personnel. Titouan, une petite news cette fois-ci du monde magique de Disney, n'est-ce pas? Tout à fait, donc on a pu avoir le Disney Panel CinemaCon il y a très récemment. Et du coup, déjà petit rappel, Disney a récemment racheté la Fox, et donc suite à ça, plusieurs choses ont été annoncées durant ce CinemaCon. On a eu une petite présentation en fait des licences qui vont continuer à voir le jour chez Disney. Et du coup on a pu voir déjà que Alien aura certainement une suite. Donc déjà avant la sortie de Covenant, Ridley Scott parlait d'un Alien Awakening. Malheureusement le film s'est très mal vendu au box-office, et du coup après Fox a été racheté. Donc pourquoi pas avoir cette suite Alien Awakening maintenant que Disney a annoncé qu'ils feront une suite à Alien. De 7 à 77 ans j'imagine. Oui, on verra s'ils gardent ça. Une autre franchise aussi mise en avant, d'ailleurs Predator, donc pareil de 7 à 77 ans. Et aussi La Planète des Singes, où là on a déjà un peu moins d'infos, mais c'est vrai que toutes ces franchises ont été mises en avant durant cette CinemaCon. Moins déjà Star Wars, un petit peu d'Avatar aussi, donc à voir ce qu'on va avoir pour la suite, mais c'est assez intéressant qu'ils gardent ces franchises amenées par la Fox. Donc ils ne phagocytent pas totalement, enfin on verra. Je vois Perrine, je te vois hocher la tête un petit peu, un peu plus sceptique peut-être. Ils n'ont pas tellement le choix en fait, parce que déjà d'acheter la Fox c'était quand même un move assez fort quoi, pour quelques 70 milliards de dollars. Une bagatelle, rien du tout. Non mais voilà, c'était déjà un move assez fort, donc c'est vrai que si ils rassurent pas un petit peu les gens en disant que des franchises qui sont connues et aimées vont être continuées, bon même encore une fois pour ou contre c'est encore un autre débat, mais je trouve ça logique qu'ils fassent ce genre d'annonce, parce qu'à côté les autres annonces font un petit peu peur quand même. Ils estiment entre 4000 et 10 000 personnes qui vont se faire licencier, donc d'une certaine façon ils ont intérêt à rassurer autrement, parce que c'est compliqué cette histoire de rachat de studio quand même. Ça va être intéressant à suivre. Rafik, sur le nouveau header du site de Disney, Avatar est au centre et Star Wars est je dirais en deuxième ligne. Est-ce que ça laisse augurer que Disney serait plus bienveillant avec Avatar ? C'est surtout qu'ils ont peut-être fini par comprendre que, contrairement à ce que la presse américaine nous balance depuis 10 ans, Avatar est vraiment rentré dans la pop culture. Parce que l'idée de le terme récurrent de la presse, c'est que tout le monde a oublié ce film et personne n'ira voir les suites. Comme de toute façon, ils nous avaient déjà annoncé en 2009 que personne n'irait voir le premier film. Donc je pense qu'on peut continuer à leur faire confiance là-dessus. Mais le jeu politique de Disney, en fait, il change pas de ce qui marche pour l'instant. C'est que effectivement on va encore franchiser à tout va. Ça serait bien à un moment donné que le public lâche.
Jusqu'à un moment donné, ils disent je m'en fous. Comme beaucoup d'entre nous ont commencé à le faire depuis un moment. Donc, ces franchises n'ont d'intérêt que lorsqu'elles sont abandonnées par leurs commanditaires. C'est-à-dire que La Planète des Singes a donné suite à un très bon développement ces dernières années, parce que ça avait été laissé de côté, parce que personne ne s'en occupe. Si on pourrait faire tout un historique de tout ce qui a réussi au XXIe siècle dans le cinéma hollywoodien, ce sont les titres et les franchises dont les majors n'avaient rien à foutre. Dès qu'elles s'intéressent à quelque chose, ça donne des catastrophes. Ouais. Donc vraiment, le conseil que je leur donne, c'est lâcher l'affaire et laisser les films se faire. Ouais. Effectivement, c'est un bon take, j'ai envie de dire. Il n'y a rien besoin de dire d'autre. Allez, hop. Je te voyais acquiescer comme ça. Sans transition, on finit ce point news très rapidement. J'ai commencé ce point news avec FF. On va finir avec un autre FF qui est Francis Ford Coppola. T'as vu? Incroyable. FFC, tout à fait. Qui annonce à Deadline qu'il compte reprendre son arlésienne Mégalopolis. Ça sort du sol, j'ai envie de dire, pour ses 80 ans. Rêve pharaonique qui remonte aux années 80 d'ailleurs. On rappelle, c'était le projet initial, c'est une prolongation du Métropolis de Fritz Lang avec la querelle d'un architecte et d'un maire un peu conservateur autour du projet de construction d'une grande ville qui s'appellerait City World. Ça rappelle un petit peu le projet de Disney, je ne sais pas. Peut-être que ça évoque ça. On en avait parlé dans l'émission sur le règne de Disney, l'hégémonie de Disney. Projet porté à bout de bras pendant 20 ans, mais avorté par le 11 septembre. Voilà, le contexte n'a pas forcément été très clément avec ce film. Je me réfère à la traduction du point. Ce serait une œuvre majeure qui utilise tout ce que j'ai, donc Coppola, appris durant ma carrière, commencé au théâtre à l'âge de 16 ans. Le script étant finalisé, avec des discussions déjà en cours, avec Jude Law, je crois, pour le rôle principal. Est-ce que ça vous enjaille, les amis ? Oui et non. Ah oui et non. Mais en fait, pour ensemble, c'est une arlésienne. Et le problème de l'arlésienne, c'est que tu l'attends tellement depuis longtemps. Si tu t'intéresses un peu au cinéma, dès qu'il y a un projet, l'exemple simple, c'est le Don Quichotte La Mancha de Terry Gilliam qui avait attendu pendant 20 ans. Il y a forcément une déception quelque part, c'est obligé. Quand tu attends autant, quand tu te fais autant d'idées et d'espoir sur quelque chose, ça peut pas être ce que tu t'imagines. C'est bien sûr. Donc dans l'absolu, moins t'en attends, mieux ça sera, je pense. Et après, faut voir est-ce que Coppola il a la force d'amener ce projet parce qu'il a 80 ans. Donc, il a plus la crédibilité financière déjà pour monter un budget nécessaire à ce qu'il envisageait, et certainement plus la force. S'il y a un cinéaste qui pourrait remonter un projet comme ça aujourd'hui, je pense qu'il y a que David Fincher qui pourrait y prétendre. Est-ce que Coppola serait prêt effectivement à jouer les parrains, sans mauvais jeu de mots? Je suis pas entièrement convaincu, et d'une certaine façon le format série aujourd'hui serait plus adapté à ce qu'il envisageait, puisque basiquement c'est une version comment dire, sur écoute, a déjà fait le Mégalopolis de Coppola sur un plan thématique, donc on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Peut-être que c'est Amazon qui a mis la main à la poche, hein. Je ne sais pas, ce sera intéressant. Bon voilà, on verra. On s'y rappellera une petite réaction sur Coppola. Non, c'est juste amusant parce qu'il y a littéralement il y a 2 semaines, j'étais en train d'en parler avec des amis en disant tiens, les films qui ne se feront jamais, et on a mentionné celui-là, et juste là la news tombe et je me dis que ça tombe un petit peu de nulle part cette histoire, et honnêtement je comprends pas trop lui qui avait dit qu'il voulait plus travailler avec des gros studios, qu'il voulait plus travailler avec beaucoup d'argent comme ça. Je sais pas d'où ça tombe, je sais pas qui l'a convaincu, je sais pas qui, enfin je trouve que cette histoire elle est un peu étrange pour être honnête, donc pour l'instant j'ai du mal à m'y intéresser au-delà de l'effet de l'annonce, quoi. À suivre. Donc on se retrouve juste après la pause musicale, on va s'écouter Aloe Island Posse, le morceau Rangers, et après on se retrouve pour parler de Shazam et Mob Psycho 100. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels, après une pause musicale ma foi fort enjouée. On se retrouve tout de suite pour parler des critiques, pour parler des deux films, du film et de la série de cette semaine. Shazam avec toi Cédric, et Mob Psycho 100 avec toi Titouan. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Très bien, c'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde. Alors Cédric, Shazam, est-ce que c'est de la merde? Ah. Alors on commence tout de suite. Ouais, commence par nous parler de quoi ça, nous dire de quoi ça parle. Oui. Alors Shazam, ça nous raconte l'histoire du jeune Billy Batson. Il n'a pas une vie des plus roses depuis la disparition de sa mère. Il va de famille d'accueil en famille d'accueil, et il a du mal à trouver sa place dans sa société et même dans sa cellule familiale inexistante. Mais sa vie bascule quand il est choisi par un vieux mage qui se nomme Shazam afin de devenir son champion contre les forces du mal. Il n'a qu'un seul mot à dire pour que la foudre s'abatte sur lui et fasse de lui Shazam. Il aura donc fort à faire parce qu'il va devoir apprendre ses facultés
avec l'aide de son demi-frère Freddy et l'apparition du docteur Sivana, un être malfaisant qui veut plus que tout les pouvoirs de Shazam. Donc Shazam, c'est un film de David F. Sandberg qu'on a connu pour Light Out, c'était en anglais, je ne me rappelle plus le titre, s'il avait fait un court-métrage, un film, c'est pas très grave. Et Annabelle 2, un très grand classique du cinéma de ces dernières années. Et c'est le 7e film du DCCU. Alors c'est un nouveau film de super-héros d'ici, tu l'as dit, une nouvelle tentative peut-être de Warner d'enjoliver un petit peu le bilan de cet univers-là et de concurrencer Disney du coup. Est-ce que le film y parvient ? Alors, il y a des points positifs. Ouais. Déjà, les acteurs enfants sont plutôt pas mal, à peu près tous. Il n'y en a aucun qui joue vraiment faux, ils jouent même plutôt bien. On a une nouvelle génération d'enfants acteurs, après les enfants de ça, je trouve, qui essayent de donner quelque chose, ils se font cadrer forcément par les réas, par les prods, mais ça donne un truc pas mal pour ce genre de production. Il y a quelques gags qui marchent bien. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il n'y a pas énormément de références au DCU, donc c'est pas mal parce que des fois on te le tartine pendant des plombes, là ça va, il n'y a pas 40 allusions à Batman ou quoi. Le film déjà essaye de créer, on va dire, une histoire qui est sienne avant de prendre celle des autres. L'histoire est plutôt intéressante, c'est-à-dire que le concept de ce gamin qui d'un cri devient un surhomme, bon bah c'est toujours iconographiquement c'est puissant en fait. Ça peut créer un décalage intéressant. Ouais. Et donc on a vraiment quelques plans et quelques idées qui essayent d'aller dans ce sens-là, où d'un seul cri la foudre s'abat sur lui et de la fumée sort un surhomme. Il y a un concept nietzschéen qui est sympathique. Attention. Dans ce que tu dis, c'est qu'en essayant d'appliquer la formule Deadpool ou Thor Ragnarok même, on pourrait dire, DC proposerait presque un film équilibré et qui se tiendrait, qui fonctionnerait bien. Alors non, pas du tout. Voilà. Parce que à tout ce que je vous ai dit là qui était à peu près positif, il y a des contreparties. Donc je disais, les enfants acteurs sont pas mal, mais le reste des acteurs livre une prestation qui pour moi aussi entre le correct et le franchement pitoyable. C'est-à-dire que j'adore Mark Strong, mais c'est pas possible. Et Zachary Levi, n'en parlons pas, le cabotinage, ça a jamais été mon c'est Zachary Levi ? J'étais sûr que c'était Bruno Salomon, moi. Ah oui, non mais ça, je sais que toi tu veux que ça soit Bruno Salomon. Oui, c'est Bruno Salomon. Non. Quelques gags marchent bien, mais un paquet d'autres ne fonctionnent absolument pas. Faire référence à Big, par exemple, dans un plan qui est déjà pas très... comment dire c'est un peu grossier. Et en plus, quand tu fais référence à Big et que tu ne comprends même pas ce que Big tentait d'expliquer sur le passage de l'enfance à l'adolescence, c'est pas à faire, quoi. C'est-à-dire que, bon... ensuite je parlais qu'il n'y avait pas trop de références au DCU, mais le peu qu'il y a, elles sont tellement lourdes et tellement appuyées que ça nique tout d'un coup. Ça veut dire que savoir que le petit Freddy il a la balle de Superman machin, ou faut arrêter, vraiment il faut essayer de construire une histoire sans créer à partir de tout l'univers DC. Et surtout j'ai un vrai problème d'anachronisme, c'est-à-dire qu'à un moment il y a une scène dans un magasin de jouets, ils se battent face à des jouets de Batman ou de Superman basés sur les éditions des années 60, donc déjà c'est chronologiquement je trouve ça bizarre, c'est-à-dire que Superman est arrivé il y a 5 ans dans leur univers, mais ils ont eu l'idée de faire avec Batman et Superman des jouets rétro sur ces personnages-là. Ça, pas de queue, pas de tête, c'est juste fait pour vendre du jouet, quoi, donc ça m'énerve pas mal. Et je disais qu'il y avait quelques plans qui avaient des fortes idées iconographiques, mais c'est les 20 premières minutes à peu près, et en fait très très vite c'est des références qui sont brisées, qui sont cassées. Ça marche pas en fait, c'est des plans qui sont vus et revus, il n'y a pas spécialement de mise en scène, c'est un yes man. Et c'est surtout l'histoire est pas si intéressante que ça. Les 20 premières minutes sont intéressantes parce qu'elles amènent un héros détruit qui va devoir se reconstruire en termes d'identité familiale, et en fait le film n'essaie pas trop de se baser sur ça, et surtout il y a une vraie dissonance entre ce qu'est le héros en enfant, un peu triste, un peu vague à l'âme, et le héros Zachary Levi qui est une espèce de dingo version humaine qui fait un peu le foufou. Moi personnellement ça marche pas du tout, et surtout même dans les scènes de combat en fait l'iconographie est pas du tout appuyée. Je vous donne un exemple concret, les scènes de fin pourraient faire très vaguement un écho à la scène de fin d'Iron Man 3, dans le sens que le personnage va devoir se prouver à lui-même qu'il peut être un héros. Seulement dans Iron Man 3 il y avait quelque chose d'assez brillant pour moi en termes d'idées de mise en scène, dans le fait qu'il saute d'une armure à l'autre, d'armure en armure, et du coup ça prouve que c'était pas les armures qui font Iron Man, c'est bien le personnage de Tony Stark. Là on n'a pas trop ça. Donc en conclusion, Shazam a beau marketer qu'il est un DC différent des autres, il n'en reste pas moins que dans son fond c'est un énième produit de plus pour la longue série de films super. Il est dommage surtout de voir que personne dans l'équipe technique ne se sente pas un peu plus galvanisé par la proposition de cinéma qu'aurait pu être Shazam.
Plutôt que tenter d'en faire une histoire sur le sens des responsabilités et l'acceptation de qui on est, le film cherche surtout à se rapprocher de ce genre de film qu'on avait dans les années 90, un peu rigolard, qui se prend pas au sérieux. Donc au final, le film se rapproche plus de Kazam avec Shaquille O'Neal que d'un Man of Steel. Mais peut-être que c'était ça que voulait Warner. Alors dans ce cas, c'est une franche réussite, mais pour moi, c'est un plein raté. Aïe aïe aïe, bah effectivement, tu fais bien de finir sur la nostalgie des années 90 parce que finalement, c'est un petit peu ce qui est en train de nous gagner en ce moment avec Captain Marvel. Ça y est, les vieux, ça y est, ils sont passés. Les jeunes des années 90 commencent à avoir 30 ans, ceux qui ont le pouvoir d'achat. Maintenant, ça va être les années 90, le nouveau 80. Yes. C'est nous. Yes, aïe aïe aïe. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, autour du plateau? Ah bah après ça, pas trop là, je suis plus très prêt là. Tu l'avais pas vu toi encore en plus? Non, bah du coup j'ai pas du tout envie de le voir. Merci Cédric, très vendeur. Rafik, Perrine, vous avez pu le voir? Kazam, oui, bien sûr. Ou Shazam. Non, mais c'est effectivement, je commence à craindre déjà que les années 80 me gonflaient. Enfin, le doudou des années 80 me gonflait. Celui des années 90, je pense qu'il va être absolument redoutable. Et je le sens aussi venir vivement le reboot de Space Jam. Ah oui, c'est vrai. LeBron c'est pas un reboot, c'est une suite. C'est une suite, c'est une suite et c'est l'année prochaine qui va sortir, je crois. C'est ça, c'est l'année prochaine. Ouais. Je sais pas, je suis pas fan de ça. Donc... On va demander à Alex. Ah, Perrine, attention. Il y a des gens qui sont pas fans de Space Jam. Alors j'adore Space Jam, mais je suis pas fan de la suite qu'ils préparent. Non, moi non plus. Voilà. Moi non plus. Bon, au moins on tombe d'accord là-dessus. Titouan, tu vas garder la parole pour nous parler de Mob Psycho 100. Alors petite note introductive quand même, c'est la première chose qu'on ait chroniquée ici. Oui, c'est Mob Psycho. Non, c'était moi. C'était toi. C'était moi. Eh ben, voilà. Donc Mob Psycho 100, petit rappel, de quoi ça parle? Mobu Psycho Yaku, c'est ça? Oui, tout à fait bien. En titre original. Alors, Mob Psycho 100 est un manga écrit et dessiné par One, aussi connu pour être le créateur de One Punch Man. Ce manga a commencé en 2012 et s'est terminé par le 18e tome sorti en 2018 au Japon. Donc, grande période, on va dire. En France, le manga est édité que depuis 2017 et avant cela, une série animée avait vu le jour en 2016. On a d'abord eu la série avant d'avoir le manga. Même si des traductions et scans pouvaient se trouver sur internet de façon légale, le seul moyen de suivre Mob Psycho à l'époque était donc la série animée. C'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui. Mob Psycho se base sur un pitch plutôt classique. Shigeo Kageyama, un garçon assez timide, n'arrive pas à avouer ses sentiments à la fille qu'il aime. Sauf que Shigeo, aka Mob, possède en fait des pouvoirs psychiques surpuissants lui permettant de faire presque tout ce qu'il veut par le simple pouvoir de son esprit. Grâce à ces pouvoirs, elle se retrouve à travailler notamment pour Reigen Arataka, un escroc. Un escroc, voilà. Un faux médium qui doit détruire des esprits. Alors la première saison était déjà bluffante, aussi ainsi artistiquement que scénaristiquement, et cette saison 2 ne déroge pas à la règle. Ah oui, tout à fait. Cette saison 2 s'annonce quand même plus contrastée, tu vas y arriver. Décidément. J'utilise des mots assez compliqués, je vais changer par contre. Ça s'annonce plus contrasté au niveau du scénario qu'auparavant. Pour rappel, les enjeux de la première saison étaient beaucoup plus tournés autour du personnage de Mob et les relations sociales qu'il entretenait avec ses amis ou sa famille, avec intercalé des scènes de baston contre des esprits forcément. Les enjeux de cette série en fait ne sont pas vraiment autour de la chasse aux fantômes ou de la démonstration des pouvoirs de Mob tel qu'un Naruto où on va vouloir avoir des combats et de la puissance de tous les côtés. Mais bien sûr il y a quand même des combats, on nous en met plein la vue. Mob étant au lycée, les personnages commencent à être des adultes matures et amènent des thématiques très intéressantes. Il commence à plus réfléchir à ses actes dans cette saison 2 et à réfléchir par lui-même, ce qui perturbe même les personnages le connaissant car ils sont peu habitués à ça, qu'ils réfléchissent par lui-même. Il y a aussi un parallèle entre le traitement fait aux esprits par rapport à celui des humains, mettant les personnages en porte-à-faux et par là même faisant réfléchir le spectateur. Parce que des fois, Mob voit aussi bien les esprits que les humains et du coup il ne comprend pas pourquoi il doit les traiter différemment des humains puisque pour eux ils sont pareils. Le harcèlement scolaire prend aussi une grosse part dans l'animé et est traité de manière très intelligente. Ça se fait de plus en plus en ce moment dans les mangas qui sortent. L'épisode 1 te détruit totalement. Oui, et puis après ça il va de plus en plus fort à partir du 4-5. La morale est aussi beaucoup tournée sur la façon dont on interagit avec des personnes. Même certains mauvais esprits peuvent finalement se révéler bons. Ils réagissaient juste de mauvaise manière avant suite à de mauvais traitements ou alors à de mauvais choix de vie. Mob Psycho s'inscrit comme un reflet de la société avec ses côtés positifs et négatifs et permet de faire la part des choses. Outre un donneur de leçons psychologiques, c'est surtout un donneur de leçons en termes d'animation. Alors, animation, tu le dis,
effectivement, tu fais bien de le mentionner parce que c'est une série très expérimentale et qui tente énormément de choses. Ouais, c'est vrai. Dès l'intro, on est scotché par le mélange des styles. Tout est vraiment super bien animé. Il y a une tornade qui arrive dans un champ qui est dessinée dans un style crayonné très efficace, très brouillon. Et c'est vraiment ça se marie très bien avec le reste. Ouais, ils utilisent du sable aussi. Ouais, il y a plein de choses qui arrivent à l'écran. On part ensuite sur l'opening. Alors l'opening, je vous le conseille vraiment parce qu'il est complètement décalé avec énormément de couleurs qui nous posent tout de suite en fait les bases de ce qui va se passer ensuite. Il y a des mélanges de couleurs vives et flashy qui donnent un vrai cachet à l'image. Ça ressort vraiment bien. On retrouve tout cela le long de la série. C'est souvent des petites touches par-ci par-là, mais qui viennent rythmer l'image et l'œil ne s'ennuie jamais. Le mélange d'ailleurs entre les traits plus ou moins fins qu'on peut voir sur les personnages ou durant l'action donne un grain aussi intéressant. Toutes les émotions sont toujours surreprésentées et l'animé force un peu sur le too much, mais toujours avec raison et toujours avec finesse. L'animation passe parfois par des passages très fluides d'ailleurs pour accentuer certaines actions, par exemple pendant les combats. On peut aussi passer d'un style très brut avec de simples petits crayonnés en noir et blanc à des actions très fluides d'un seul coup et hautes en couleurs. Toutes ces choses combinées donnent en fait un animé très dynamique avec un mélange de styles qui ravira d'ailleurs au plus grand nombre. Petit plus aussi bien sûr pour les musiques de Kenji Kawai qui étaient déjà extraordinaires dans la première saison, qui sont toujours aussi bien dans cette deuxième saison, et bien sûr le sound design qui est aussi de très très bonne qualité. Toute la partie artistique est vraiment excellente. Si vous n'avez pas vu la première saison, bien sûr il faut commencer par la première saison évidemment, et je vous encourage vraiment à regarder cet animé, c'est très 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 bien. Alors j'en place une pour Pierre qui a rédigé un article sur le site, allez le lire, il est vraiment excellent et très très approfondi. Bon, lui il est autrement plus dithyrambique que toi, pour lui c'est clairement l'animé de la décennie. Tout à fait. Tu as pu le commencer, Cédric ? Ah non, j'ai pas eu le temps du tout. Aïe aïe aïe. Non, toujours pas. Moi, je suis sur le manga. Déjà, je suis plus manga qu'animé de base. Parce que j'ai pas le temps de regarder des animés. Donc, dans les transports, un manga, c'est plus simple qu'un animé. Effectivement. Et tu regardes sur un téléphone, c'est pas mon kiff absolu, quoi. Je le fais un peu avec Dororo parce que je suis en manque, mais bon, voilà. Et mais Mob Psycho, en revanche, les openings me détruisent à chaque fois, visuellement. Donc, je pense que la série est à la hauteur de ça, en tout cas. Donc, si. Mais de toute façon, Mob Psycho, c'est vachement bien comme série, c'est très bien pensé. One, c'est un scénariste beaucoup plus malin qu'il n'y paraît, en fait. C'est un mec qui déconstruit pour reconstruire de façon assez habile, en général. Plus dans Mob Psycho que dans One Punch Man. Même dans One Punch Man, c'est l'archétype du shonen manga qui est déconstruit à un niveau, je trouve ça à son paroxysme. Là, ça l'est encore plus pour le coup. Donc One Punch Man, c'est le héros qui est déjà le plus fort du monde et qui doit composer avec ça, et dans Mob Psycho, il faut s'éveiller. C'est assez, ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce genre de réflexion, tu vois, genre quand t'es le meilleur, qu'est-ce qu'il te reste à faire à part acheter des poireaux au supermarché, tu vois. Enfin, donc on comprend, c'est une œuvre qui est quand même très très décalée, donc à réserver à un public qui connaît un peu les conventions de l'animation et les horizons d'attente du public. Ou pas, ça fera un Big Bang dans la tête du spectateur et peut-être ça lui fera une révélation. Rafik, Perrine, j'imagine que vous êtes pas trop porté sur la japanime, mais est-ce que ce pitch vous a un petit peu engagé ? Je sais pas, sur Mob Psycho. Sur les japonaiseries. Aïe aïe aïe. Bon, pour le coup, c'est pas complètement faux, mais bon, c'était. Mais non, c'est vrai, je le connais pas du tout. Donc non, mais voilà, est-ce que le pitch t'intrigue ? Bah oui, le pitch reste vraiment intriguant, mais c'est vrai que je suis en pure découverte et purement à l'écoute parce que j'attends déjà de découvrir les animes dont vous m'avez parlé dans les émissions précédentes. Ah, le projet Ito. Ah oui. Donc, la pile commence à grandir. On a les romans encore si tu veux, hein. On peut te les passer. Sur le chat, effectivement, les gens sont très très dithyrambiques. La débauche qui nous parlait de Shazam, la formule Deadpool, abort, c'est un film vraiment très long. Phénom qui rappelle effectivement que Mob Psycho a les meilleurs fights d'animation de ces dernières années, et qui n'est des loutres qui met plein de cœur pour Mob Psycho. Donc bon, là on a compris Mob Psycho, hein, cœur avec les WAD et en attendant la saison 3 qui prennent leur temps, parce que la saison 2 a quand même mis 3 ans pour être produite, ce qui est pas très habituel dans la production animée, mais c'est bien fait, donc ça vaut le coup. Voilà, ça le méritait, donc on attend la saison 3 pour dans 3 ans. Avec les WAD, t'es sérieux ? Cœur avec les WAD, tout à fait. Bon, on se retrouve juste après la pause, les amis. On va s'écouter l'opening de Mob Psycho 100 saison 2 et on se retrouve juste après pour aborder le grand débat sur les Wachowski. À tout de suite. De retour en plateau dans Hyperlink. Chloé, tu nous disais hors antenne que tu avais beaucoup apprécié Shazam. C'est le moment de créer ton amour. Voilà, alors peut-être que j'avais trop peur du lynchage tout à l'heure, je n'en sais rien. Oui, voilà. Non, mais essayez de réconcilier Titouan avec cette image-là. Bon, j'y suis allée, je m'attendais à rien. Mais bon, j'ai pas été déçue parce que justement, je m'attendais à rien. C'est que j'avais vu la bande-annonce, mais déjà ça, j'ai passé un très très bon moment. Il se regarde bien.
Pour moi, l'histoire, elle tient la route et elle traite d'une thématique qui n'est habituellement pas traitée dans les films des super-héros, que je ne vous spoilerai pas, donc allez le voir ne serait-ce que pour ça, parce qu'il y a un élément qui change véritablement des autres films de super-héros, et moi j'ai beaucoup apprécié. Et qui n'est pas Deadpoolisant du coup. Non, qui ne correspond pas du tout aux caractéristiques de Deadpool. Très bien, au moins le message est passé. Je propose désormais qu'on lance le grand sujet de la semaine. Perrine, Rafik, c'est le moment. Cédric, Chloé, Titouan, c'est le moment aussi. C'est parti pour le débat. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors, les sœurs Wachowski, grand cursus, avec des films très très importants, dont l'un, non moins important, dont on fête les 20 ans cette semaine, Matrix. Commençons peut-être par l'actualité, l'anniversaire de Matrix. D'où sort ce film ? C'est un film produit par Joel Silver, issu de draft, je crois, de la suite de Commando, pas mal de choses comme ça. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, les Wachowski, qui viennent d'une famille polonaise de Chicago, ça reviendra plus tard si on parle de Jupiter Ascending, avaient un oncle qui travaillait à Hollywood, qui est Lawrence le King Bill. Se sont passionnés eux-mêmes pour le cinéma très tôt, bouffer le livre que Roger Corman avait consacré à la production, dont le titre m'échappe, mais que en gros comment faire un film. Voilà, comment j'ai produit 200 films sans perdre un centime. Sans perdre un centime, voilà, tout à fait. Qui a été réédité en français, effectivement. Ils sont arrivés chargés de tout leur bagage, on va dire, pop culturel et de littérature de gare, voilà, en tant que scénaristes à Hollywood. Et ils ont été remarqués avec un script qui s'appelait Carnivore, qui n'a jamais été produit, mais qui a beaucoup circulé. Joel Silver leur a mis la main dessus pour les faire travailler sur un film qui s'appelait Assassin. Sauf que leur script a été entièrement réécrit par Brian Helgeland à l'époque. C'était un véhicule qui avait été conçu pour Antonio Banderas et Sylvester Stallone. Et d'après ce que Joel Silver lui-même m'a dit des années plus tard, avec Richard Donner, nous avons assassiné Assassin. C'est-à-dire qu'en fait, ils reconnaissaient qu'ils avaient de l'or entre les mains et qu'ils l'ont complètement flingué, ce projet. À tel point que les Wachowski avaient songé à retirer leur nom de la production. Ouais, parce que quand c'est ton premier boulot et que tu demandes, voilà. Bref, donc Silver les a gardés parce qu'il avait senti leur talent, et à l'époque il bossait sur une BD qui s'appelait Ecto Kid, qui était une BD cyberpunk, et dans les discussions qu'ils ont eues avec Silver, là est née l'idée de faire un film cyberpunk qui sont les prémices de Matrix. Le titre Matrix vient effectivement de la suite de John Matrix, c'est-à-dire que la suite de Commando que devait produire Joel Silver à l'époque, et en gros il leur a donné ce titre-là qu'il avait dans ce catalogue et qui collait bien avec ce qu'il voulait faire. Et ce qui est important de préciser, c'est que ça, on est en 93 et ils ont déjà l'ambition de créer une saga plutôt qu'un seul film. Voilà, donc très important à rappeler, Matrix c'est bien une trilogie dès le départ, ce n'est pas un film qui, parce qu'il a marché, a donné lieu à 2 suites un peu opportunistes, comme certains rageux aiment bien le dire. Alors Matrix, du coup, ça nous raconte l'histoire, je vais tomber dans le piège, d'un élu qui va sauver l'humanité assiégée par les machines. Donc peut-être ça fait écho à ce dont on parlait la semaine dernière, le monomythe, l'accomplissement du héros, tout ça, n'est-ce pas Chloé ? On le retrouve un peu, oui. Forcément, mais déjà, rien que pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, c'est une trilogie parce que quand tu regardes le premier, tu te rends compte que la fin du premier, c'est la fin d'un arc, mais c'est absolument pas du tout la résolution de tout l'univers. Et on n'a que le début du potentiel, en fait, de ce fameux héros qui va se réaliser à travers toute la saga, mais absolument pas, il ne se limite absolument pas au premier. Alors, le héros Neo, la nouveau, la naissance. L'acronyme de One pour l'élu. Tout à fait. Anderson, Saint-Thomas-d'Aquin. Voilà, après, il y a tout un ancrage mythologique autour de ce personnage. Mais la trilogie, donc la naissance, Matrix, tout d'abord, le premier, donner à voir un nouveau type de héros, peut-être. Un nouveau personnage, une synthèse, peut-être, de tout ce que le XXe siècle a pu donner en termes d'image, de caractérisation du personnage principal, pour ensuite peut-être faire une table rase de tout ça. Cédric ? Oui, est-ce que tu pars comme ça, on va dire que oui, et je vais essayer de broder dessus. Non,
Non, ce qui est vrai, c'est que quand tu découvres le personnage dans le film, il a un côté un peu, on va dire, grunge, pas dans le look, mais dans l'attitude de ce que les années 90 te donnaient. C'est-à-dire, il y a une espèce de spleen de personnage semi-dépressif où tu te demandes, ok, donc c'est ce mec-là dont on va suivre les aventures. Et le petit truc personnel, c'est que moi, j'ai découvert Matrix au cinéma, j'avais 9 ans, et j'ai eu un gros choc en découvrant Matrix. Et j'ai détesté le film, du coup, j'ai eu un rejet en bloc pendant des années et des années et des années. Mais tous les autres films de Wachowski ça passait, mais les Matrix je ne pouvais pas parce que ma mère m'avait amené dans la salle. On arrivait au moment où Neo perdait sa bouche et on lui mettait un insecte dans le bide. Alors t'arrives, tu découvres ça, t'as 9 ans, tu fais ok d'accord. Et il n'y avait pas internet à l'époque pour avoir des reviews de youtubeurs qui te disent allez le voir. Donc non, c'est vrai que c'est un choc hein. Je pense comme beaucoup de films l'ont été à leur époque, comme les Star Wars, comme ce genre de choses. C'est des... Et ce qui est intéressant, on parlait du monomythe, ce qu'on dit moins, c'est que le monomythe il a 2 phases en fait. Il a une phase que tout le monde connaît qui est celle de Star Wars, mais il y a une phase qui se passe dans l'au-delà en fait, dans le monde spirituel. Et les Wachowski se sont énormément inspirés du monomythe dans la partie spirituelle en fait. Ils ont pris en sorte de prendre des bouts du monomythe, on va dire classique, et de la seconde partie qu'on traite un peu moins en général. C'est peut-être aussi pour ça que les épisodes 2 et 3 ont été moins compris à leur sortie. Je sais pas s'ils ont été moins compris, ils ont été moins acceptés. Certainement moins acceptés. Je soupçonne beaucoup de gens de les avoir plus compris qu'ils ne veulent l'admettre, mais que leur réaction en fait tenait à ça. Effectivement, c'est bon de rappeler que Matrix Reloaded était un film qui avait évidemment été hyper attendu vu le succès, mais surtout le choc qu'avait été le premier film. Mais il faut quand même rappeler que le premier Matrix était un projet complètement sous le radar. Que personne absolument n'attendait, qui avait été conçu pour le marché vidéo, et que dans le deal qu'il y avait avec la Warner, si les Wachowski prouvaient avec ce film-là qu'ils tenaient leurs engagements, alors peut-être on pouvait concevoir des suites en vidéo. C'était ça le truc. C'est pour ça que d'ailleurs que le DVD de Matrix, le DVD américain, est sorti alors que le film était encore en salle en France. Ils avaient aucune attente sur là-dessus. De toute façon, cette année-là, c'est Star Wars qui allait tout défoncer. Et ça a été une charnière générationnelle parce que Star Wars c'était déjà du passé et Matrix a montré qu'on était passé à autre chose. Et donc Reloaded, il y a eu tous les enjeux se sont cristallisés sur ce film-là. La promo a été complètement délirante. La Warner a mis toute sa force sur un lancement international et ils ont livré un film qui, là, ça va pas plaire à tout le monde, contrairement au premier, n'allait pas flatter son public. Le Matrix Reloaded, il pourrait presque être sous-titré. Non, mais tu te croyais vraiment si intelligent parce que en réalité, Matrix était passé pour un film très intelligent par rapport à ce que le cinéma d'action nous avait habitués, mais c'était pas si profond que ça en fait. Et je pense qu'avec Reloaded, les gens se sont pris dans la gueule ce que pouvait être une exigence. Mais je pense qu'il y a 2 choses en fait, c'est-à-dire qu'en effet Matrix c'était inattendu quand c'est arrivé en 99, personne l'a vu venir et donc il y a eu cet effet, un effet presque de bouche à oreille, genre oh t'as pas vu Matrix, il y avait vraiment cet effet de masse qui se crée et d'ailleurs ça a fait quelque chose comme 420 millions de dollars, non plus 440 millions de dollars je crois mondialement, alors que Reloaded a fait plus de 720 millions de dollars. C'est vraiment parce qu'il était très attendu. Je pense que la déception ressentie potentiellement par Reloaded au moment de sa sortie par pas mal de gens, moi comprise par exemple, c'est que y a eu un certain laps de temps entre je sais plus combien de temps exactement entre 6 mois entre Reloaded et Révolution. Non entre Matrix et Matrix Reloaded 4 ans et les deux étaient produits en même temps. Alors que les 2 autres il y a eu beaucoup moins de temps entre les 2. Et ben en fait je pense que c'est pendant ces 4 ans, comme justement c'était une sorte d'univers ouvert un petit peu Matrix, on avait des pistes de plein de choses. Moi je trouve que le film est très fort pour ça parce que justement il crée beaucoup de potentiel derrière, il fait travailler l'imagination de son public finalement. Tout le monde s'était inventé une suite. Moi, je me souviens d'avoir des débats enflammés avec des gens de ma famille ou des amis en disant tu crois que Reloaded ça va être ça et ça et ça, et tout le monde avait sa propre histoire de ce que devait être Reloaded. Et forcément, c'est-à-dire que d'une certaine façon, quand l'histoire arrive, eh bien, c'est un peu comme quand on adapte un roman au cinéma. Chacun s'était imaginé quel acteur devait jouer ou à quoi ressemblerait le monde. Et quand on nous impose une vision, c'est pas la vision qu'on avait. Donc, il y a forcément une part de déception inhérente à cette sauf que ce n'était pas de la déception
déception, c'était de la haine. Mais je pense que ça se transforme, après ça dépend. Il y a eu aucun film d'importance du siècle qui a provoqué une haine aussi furax que Reloaded. C'est Superman, il s'est approché récemment. Je n'ai jamais vu ça. En même temps, ce sont ceux les films qui ont créé une telle attente non plus. Tu as le bouquin Matrix Machine philosophique là sur ton. J'avais été invité à l'époque à une émission de radio avec un des auteurs du bouquin pour parler de Matrix Reloaded. On n'a pas pu faire l'émission parce que tout le monde appelait pour nous insulter pendant 1 heure. Sur les forums, les gens qui aimaient les films ont été obligés de créer des sous-forums pour se cacher. Pour se cacher. C'était complètement stupéfiant comme ambiance. Il y avait une colère qui ne relevait pas de la déception, mais vraiment du refus absolu. Et je pense pas que c'était un refus par rapport à ce qu'ils avaient pu élaborer de Matrix, qu'une colère de comprendre intuitivement qu'ils s'étaient fait baiser par le premier film. C'est-à-dire que ce que le premier film leur présentait comme étant une vérité ne l'était pas du tout, puisque on va pas rentrer dans les détails de ce que ça raconte, mais en gros, à partir de Reloaded, tu t'aperçois que tu as été manipulé depuis le début et que tout était là. C'est-à-dire que si tu as pris soin de regarder attentivement le premier film, tout ce que Reloaded te révèle était déjà en creux. Et je pense que les gens ont réagi très mal à ça, en fait. Mais après, c'est ce que Cédric, non mais vas-y, Tifon, je t'en prie. Vas-y, ouais, mais d'accord. Ok, Cédric, merci. Non, mais là où Perrine n'a pas tort, c'est que ça aurait été moins vénère comme rejet si ça s'était passé 6 mois après. En fait, si les 3 films s'étaient suivis avec très peu d'intervalle, ça aurait eu un rejet moins violent. Le fait qu'il y ait eu 4 ans fait que tout le monde s'est imaginé la suite. Et elle a raison, comme tu dis, en fait, la suite n'est pas celle que personne ne pouvait s'imaginer vraiment ça, et donc forcément tout le monde est déçu. Alors que tu pouvais. Et la déception peut amener alors à la colère. Si, tu pouvais, parce que si t'avais regardé le premier 6 fois et que t'avais tout observé et que t'avais commencé à me l'avait fait, il avait son cahier de notes. Oui, mais alors qu'en 99, il y a eu un film qui a eu un tel rejet similaire et on l'a nommé, c'était le Star Wars. Le Star Wars épisode 1 a créé haine chez les gens, parce que finalement Star Wars épisode 1, pareil, les gens avaient cette trilogie Star Wars en tête et d'un seul coup on leur disait il y a des médichloriens, je sais plus le prononcer. Merci, des médichloriens. Enfin voilà, on invente un autre truc, la force n'est plus quelque chose qui débarque, maintenant c'est dans le sang. Enfin voilà, il y a quelque chose où d'un seul coup les gens étaient mais je me suis fait berner pendant 20 ans, vous détruisez mon univers, et donc ça s'énerve aussi en fait. Et je pense que clairement il y a en moins de temps finalement, il y a eu cette même les gens se sont complètement apparenter le film, ils l'ont pris pour eux, c'est l'appropriation du film, l'approprier, c'est le mot que j'ai cherché, voilà, c'est dimanche. Ils se sont appropriés et d'un seul coup, la déception est au niveau de l'appropriation qui s'en était faite, comme en 99 Star Wars, la menace fantôme. Je pense qu'on est vraiment dans cette moi je suis pas trop d'accord, parce que par rapport à ton parallèle avec Star Wars, puisque en fait après t'es pas d'accord par rapport à tout ce qui se passe autour de l'univers, alors que pour le coup Matrix c'est juste ta compréhension du film qui va être totalement déconstruite. Donc c'est différent dans un sens où on va dire je m'attendais vraiment pas à ce que je sais pas lui ça soit son fils, alors que là c'est juste non, en fait on va juste te prouver que c'était pas du tout ce qu'on voulait te dire et que t'as voulu faire le malin à comprendre des choses parce que le film a l'air compliqué, alors qu'en fait tout était sous tes yeux. C'est quand même différent que de mal prendre le fait qu'on te mette un film avant le film pour un préquel. Un autre truc, c'est l'évolution des Wachowski. C'est-à-dire quand les Wachowski arrivent, Matrix, personne les connaît, donc c'est limite des 2 indépendants. On se dit c'est qui ces petits mecs, ils ont fait un film, c'est génial. 4 ans plus tard, on se dit putain, ils font ça pour le blé, c'est ultra marketing. Il y en avait c'était hyper. Moi je me souviens, il y avait une sensation de plus aussi dans le film, c'est-à-dire que même s'il y avait déjà des effets absolument incroyables dans le premier Matrix, qui ont évolutionné, mais dans les deux autres après, il y avait quand même une sensation de plus, quoi. Ouais, genre, on construit une partie d'autoroute pour faire des trucs. Enfin, il y avait une sensation de plus. Il y a forcément plus quand t'as pas grand chose dans le premier. La Warner a mis tout. Mais ce qui est logique, mais ce qui peut déranger aussi derrière. Ne nous battons pas. J'ai pas envie de défoncer non plus les films. Non, mais je pense que contrairement à Star Wars, où effectivement il y avait un sentiment qu'on violait l'enfance de ceux qui avaient découvert auparavant, sur Matrix, ça touchait plus à la thématique. J'ai l'impression que Matrix Reloaded, en réalité, ça a été la pilule rouge. Elle était là, elle n'était pas dans le premier. Et que du coup, c'est comme si les Wachowski te disent tout ce que je peux te donner, tout ce que je peux t'offrir, c'est la vérité, quoi. Mais ça va pas forcément te plaire, ce que tu vas découvrir derrière. L'idée d'un héros dont on nous a vendu
d'accomplissement en tant que l'individu qui sauve la nana, qui détruit l'immeuble, etc. Et dans 2, en fait non, il n'est que le jouet de puissance qu'il dépasse et qui doit apprendre à comprendre pour exister. À se transcender lui-même en fait. Et c'est vrai que moi je l'ai vu en projection de presse, à la sortie c'était une catastrophe. Enfin je veux dire, le nombre de conneries que j'ai noté les noms de tout le monde, mais je vais pas citer là. Le mec qui dénonce. Mais c'est vrai que le mot philosophie de comptoir a été prononcé au moins une vingtaine de fois en l'espace de 5 minutes, ce qui est marrant parce qu'ils ont tous des bacs -5, mais et que lorsque de vrais philosophes justement ont essayé d'écrire un bouquin sur le sujet, eux-mêmes se sont heurtés à la difficulté d'approche de ces films-là, qui sont extrêmement riches. Il fallait voir ce qui se passait à l'époque sur les forums, c'était assez fascinant, et la raison pour laquelle le gars avait écrit ce bouquin, il m'avait dit, c'est parce que j'ai vu des gamins de 16 ans se poser des questions dans les forums de cinéma qui sont des sujets de deuxième année de la Sorbonne. C'est-à-dire, je veux bien que le film soit nul, parce qu'à l'époque il était considéré comme nul. Je rappelle qu'il était aux Razzie Awards, les Wachowski ont été nominés au pire réalisateur de l'année. Mais on peut dire tout ce qu'on veut sur la qualité esthétique du film, etc. En réalité, il a fait bouger une population. Il y a des mômes de 16 ans qui ont vraiment plongé là-dedans, et ça a été l'ouverture vers tout un univers littéraire, artistique et autres. Perrine ? Surtout, tu en vois la conséquence. Il a 20 ans cette année, Matrix, donc l'autre il a 15-16 ans, le Reloaded et Revolution. Et on voit encore sur des forums, ça continue, des gens qui en parlent et qui continuent à regarder, qui continuent à se poser des questions. Donc je veux dire, c'est pas un film qui continue à marquer des générations qui sont beaucoup plus jeunes, qui étaient même pas nées potentiellement quand les films sont sortis, et qui continuent à réfléchir sur ce film-là. C'est quand même assez impressionnant. Mais c'est vrai que je pense que sur le fait de la déception Reloaded, ou la colère Reloaded, la haine Reloaded, elle s'est traduite sur Evolution assez violemment en termes de box-office, puisque d'un seul coup, c'est celui qui a fait le moins d'argent des 3 Matrix. Donc c'est vrai que la punition, et on parlait au tout début de tiens, il faudrait peut-être que les gens aient pu voir les films pour que ça s'arrête. La punition, elle a été violente derrière. Enfin, il a quand même fait 427 millions, ça va, il s'en sort bien. Oui, mais c'est quand même, c'était violent par rapport aux quasiment 800 millions de l'autre. Au niveau lancement, la Warner avait déjà lâché l'affaire à la sortie de Révolution, d'autant plus que, et ça c'est important aussi, ils ne pouvaient pas se permettre de faire quoi que ce soit autour de ça. C'est-à-dire, c'était quand même une franchise qui appartenait complètement à ses auteurs. Ils avaient les pleins pouvoirs, on leur avait donné ces pleins pouvoirs, mais on leur a fait payer aussi ce qu'ils en ont fait. Donc, après, ils ont fait les films qu'ils voulaient. Chloé. Mais est-ce que c'était pas peut-être voulu derrière ? Je pense pas être dans leur tête, etc. Mais il y a ce côté anti-blockbuster en fait dans Matrix. Donc est-ce qu'il n'y avait pas le fait de dire on va quand même faire notre film parce qu'on a envie de le faire comme on a envie de le faire, et pas parce que ça va marcher, quitte à justement faire crier les gens, mais pour définir notre style, pour définir notre pensée et aller jusqu'à l'endroit où on a envie d'aller, c'est-à-dire ce qu'on avait instauré au début. Se donner les atours d'un film grand public pour faire passer un message, pour mettre le verre dans le fruit derrière et créer les germes. Et de ne pas nécessairement surfer sur la tendance comme beaucoup peuvent faire. Ce sont des amateurs de ce cinéma-là et de cette culture-là. Donc je pense pas qu'il y a une partie cynique d'entre eux qui est on va faire semblant de faire un blockbuster pour faire autre chose. Ils veulent faire du blockbuster, ils aiment ça réellement, sauf qu'ils veulent monter le niveau. Donc effectivement, quand on leur a donné les pleins pouvoirs, ils se sont dit maintenant on peut vraiment le monter. Mais ça veut dire aussi que sur le premier ils se retenaient et que et ça au cinéma, il y a d'autres exemples que Matrix, mais hélas il y a des frontières invisibles au-delà desquelles il faut pas aller, sinon le public se retourne contre toi. L'ambition elle est toujours limitée à un moment donné. Tu peux pas demander à des spectateurs surtout qui n'ont pas payé pour ça, ils sont pas venus pour ça, de se poser vraiment des questions profondes sur eux-mêmes. Il y en a certains qui vont le vivre. Moi j'ai vu à la sortie de Révolution un gars qui toute la salle s'est foutue de sa gueule parce que c'était une salle bourrée de bobos parisiens, projection en VOST et tout ça, et il y avait un type manifestement pas du tout de cet univers qui venait de sa lointaine banlieue de merde qui à la sortie dit à sa nana ouais tu sais quoi la matrice c'est tout dans ta tête, et les gens se marraient dans la salle en entendant ce type dire basiquement qu'il avait compris le film quoi, qui venait de voir, et ce qui n'était certainement pas le cas des 3/4 de la salle qui sortait de Révolution. Mais
Matrix, c'est tout dans ta tête. Oui, c'est exactement ça. C'est un film qui t'invite à comprendre quels sont les mécanismes de contrôle que tu crées toi-même. Et c'est ça le parcours de Neo, c'est comment se transcender soi-même et se libérer la conscience au point de pouvoir assumer les choix que tu fais dans la vie. Et la question du choix, elle est évidemment centrale dans la carrière des Vachos, comme on va le voir. Peut-être dans la deuxième moitié. Perrine, tu voulais réagir ? Oui, non, je parle sur la question du choix, mais surtout la question de la projection de soi-même et de qu'est-ce qu'il y a entre ce qu'on projette à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. L'idée qu'on est multiple, l'idée qu'il y a plusieurs surfaces et niveaux à l'intérieur de chacun. Et en effet, je pense pas qu'il y ait de forme de cynisme chez les sœurs Wachowski à aucun moment, en fait, dans leur cinéma. C'est-à-dire qu'au contraire, elles utilisent tout ce qui est à leur portée pour finalement faire le cinéma qu'elles ont envie de faire, mais sans jamais se dire tiens, je vais faire un pied de nez à bidule, ou tiens, non, elles ont des messages à porter, elles ont des choses à dire, et d'ailleurs ce qu'on peut voir dans leur filmographie, c'est qu'il y a une vraie continuité, il y a une vraie intelligence, en tout cas de thématiques et de sujets, mais à aucun moment elle est en train de dire je vais me venger, ou je vais utiliser ça, c'est une poupée russe, et à l'intérieur il y a quelque chose d'autre pour m'en prendre à qui que ce soit. Je pense qu'il n'y a aucune forme de cynisme chez elles, à aucun moment. Alors on a pas mal parler des réactions polarisées autour des films, mais au final, est-ce que ça tient pas au fait que ce sont des films qui légitiment toute une contre-culture aussi, qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les salles à cette époque-là. Je pense notamment au cyberpunk, aux jeux vidéo, au cinéma asiatique. Là, je te vois, Cédric, sourire parce que tu pointes du doigt Ghost in the Shell. Bien sûr, Ghost in the Shell. Les Wachowski, ce qui est génial avec elles, c'est que elle n'invente rien, elle retransforme tout en fait, et donc c'est une synthèse. Ou c'est une synthèse. Et Lavoisier du cinéma. Mais tout à fait, non mais vraiment, c'est-à-dire que un truc comme Ghost in the Shell, elles ont pas pompé Ghost in the Shell, mais une idée thématique, elles le reprennent pour le retransformer en sauce. Le simple fait de connectique dans ton dos, dans tes bras, et ça, elles le réutilisent dans une autre sorte, et elle change l'idée même du truc, mais t'as quand même une référence plus ou moins indirecte à ça, tu vois. Avec aussi des clins d'œil visuels, hein, bien sûr. Qui était une façon à l'époque de dire au public, oui, c'est vraiment là qu'on a été chopé. Mais le problème, c'est que les clins d'œil visuels pour les 3/4 du public, c'est du plagiat en général. Quand tu dis regarde, ils ont refait un plan comme un Sergio Leone, ils ont recopié. Ah oui, c'est vrai, c'est compliqué ça. Disons qu'on avait évoqué l'exemple de Requiem for a Dream qui reprenait Perfect Blue. Typiquement, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus dans Requiem for a Dream, il avait acheté les droits pour un plan. C'est-à-dire c'était concret, mais c'était poli, on va dire. C'est poli, voilà. C'était le plagiat poli. Avant la sortie du premier, moi, je bossais dans un magazine qui s'appelait Cinéphage, où il y avait beaucoup de gens qui traitaient de l'animation japonaise et du cinéma de Hong Kong. C'était même, je crois, le seul magazine de cinéma à l'époque qui le faisait, enfin le cinéma généraliste. Quand le teaser de Matrix est passé sur Canal+, dans le journal du cinéma, je m'en souviens, ça a été le trauma, parce qu'effectivement personne n'avait vu le film venir, et les mecs se sont dit mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on attendait depuis 10 ans, ils l'ont fait. Ouais, ils ont concrétisé. Ils ont trouvé en plus l'astuce scénaristique qui leur permettent d'exploiter tout ce qu'ils voulaient exploiter dans l'imaginaire collectif. Parce que là, on a cité l'animation japonaise, etc. Il y a aussi le comic book. Enfin, la séquence d'ouverture du film, elle doit autant au comic book des années américains des années 50-60 qu'à Ghost in the Shell. Mais comment dire, que la Warner n'ait pas vu le truc venir, c'était aussi parce qu'à l'époque Internet n'était pas suffisamment développé sinon ça aurait été vraiment explosif avant que le film n'arrive en salle. Ah non, que dire après ça? D'accord, je pensais que tu... Ok, non, mais... et puis aussi tout le côté musique électronique, avec notamment, je pense à Underground Resistance, Drexia, des collectifs de Détroit et tout ça, qui véhiculaient un peu une esthétique afro-futuriste, qu'on voit notamment dans le deuxième. Il y a du métal aussi. Et du métal. Et les négociations très tendues aussi avec le compositeur Don Davis, qui voulait pas forcément collaborer avec des groupes électro. C'est une des raisons pour lesquelles ils se sont brouillés après les Matrix. Mais parce qu'il y a Juno Reactor, en fait, ils ont co-composé des morceaux. Là, je parle du score, parce que là, ça, c'est les chansons. Et Chloé, par exemple, tu voulais parler du métal, du coup? Oui, du métal. Rammstein qui apparaît dans le deuxième. D'ailleurs, le groupe Rammstein est sur scène dans le deuxième ou dans le troisième, je sais plus. J'ai envie de dire le 2. C'est le 3. C'est dans le 3, il me semble. Dans le 3. Mais effectivement, donc, toute la légitimation d'une contre-culture, que ce soit la culture rave, la culture des minorités qui viennent de... Perrine, pardon, tu voulais réagir? Oui, non, mais je suis d'accord avec toi dans l'idée aussi de cette fin du XXe siècle, début du XXIe, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment cette musique-là aussi
l'ambiance rave party, l'ambiance électronique en fait, la musique électronique qui a pris encore plus d'ampleur au 21e siècle mais qui existait évidemment déjà dans les années 90, le métal aussi qui d'un seul coup s'est popularisé totalement au 21e siècle, là où c'était encore un truc un peu plus underground dans le 20e en fait. C'est vraiment le film qui mais on l'a déjà dit mais c'est vrai, qui admet à un moment donné ce changement d'époque, ce changement de style et même ce changement au sein même du blockbuster, c'est-à-dire que les blockbusters d'aujourd'hui, beaucoup doivent, et même du blockbuster, ce qu'on appelle le blockbuster d'auteur en fait, je pense à Nolan et compagnie, doivent énormément à Matrix qui a donné toute la dynamique de ce début du 21e siècle. C'est quand même impressionnant qu'un film soit à ce point-là ce tournant en fait en lui-même. Et au niveau des thématiques mais aussi des effets spéciaux. Oui, les effets spéciaux c'est quand même incroyable, le fameux effet bullet mais ça, ce qui est intéressant, c'est que ce bullet time il a été utilisé des milliards de fois et je vois quasiment aucun exemple qui essaie de l'utiliser correctement ou qui a essayé de comprendre. C'est-à-dire que moi donc il y a eu un rejet du film à l'époque, quand je voyais le bullet time ça me gonflait, et quand j'ai revu le film récemment j'ai fait ah oui d'accord, mais il n'a pas du tout le sens que ce que la plupart des gens lui balancent dans la tronche en fait. C'est pas du tout ce que ça implique quand même. Ça implique le truc de dépassement de soi et de surconscience quand même. Pas grand monde le fait quoi ça. Peut-être une exploitation intéressante dans Days of Future Past avec Quicksilver, peut-être. Ah là là là, attention, voilà, écoute, fallait que je la place. Il est 18h05 les amis, on va s'écouter Château de Rob Dougan sur la bande son de Matrix Reloaded. On se retrouve juste après pour parler de la suite de la carrière des Wachowski qui avait déjà planté les germes de tout ça dans Matrix. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de beauty pixels. Sans plus attendre, je vais te donner la parole, Cédric, pour aborder le film suivant de la catégorie de la filmographie des Wachowski. Tu l'avais dit avant la pause, Chloé. Les Wachowski, ce sont des révolutions techniques, et avec Speed Racer, on atteint un autre niveau, infuser une nouvelle grammaire dans le cinéma. Oui, pour ceux qui l'ont vu et qui ont bien voulu aller le voir, parce que comme l'a dit Rafik, à partir de Reloaded, le public commence à dire c'est qui ces mecs qui nous arnaquent. Bon, Révolution, personne n'y va, et à partir de là, leurs films, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent les voir, et les majors s'intéressent de moins en moins à eux. Je pense que Rafik va en parler à un moment du traitement des majors face aux sœurs Wachowski. Mais dans le cas de Speed Racer, là c'est encore une fois un projet un peu sorti de nulle part, dans le sens qu'elles adaptent un animé qui a eu un énorme succès aux States, donc Speed Racer, Macagogo, dans son titre japonais. D'où le M sur la casquette, sur le casque. Voilà, d'où le M. C'est vrai que plein de gens s'étaient demandé pourquoi il n'avait pas un gros S et il avait un M. Donc voilà. Moi je me rappelle que c'était une claque quand je l'avais vu. C'est une claque parce que c'était un film qui se voulait révolutionnaire, encore une fois, à plein de niveaux. Technologiquement, là on était à deux doigts de ce qu'Avatar allait nous proposer après, quoi. Enfin, c'était des précurseurs encore à ce niveau-là. La narration visuelle se mêlait avec la narration symbolique de ce que le film voulait te donner, et c'est un film très mal aimé. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un film qui pense en termes de calque. C'est-à-dire qu'ils ont filmé tous les personnages, tous les acteurs, les uns à la suite des autres, en très haute définition, pour pouvoir ensuite faire des transitions en volet avec les visages des personnages à la manière de l'animation en fait. C'est-à-dire que les transitions que tu vois là, j'avais dit une fois, alors je sais pas si c'était sur ce plateau à Mangacast, un de mes réalisateurs préférés c'est Satoshi Kon, et j'adore les transitions, c'est Satoshi Kon, et je disais on peut pas les faire en film live, et j'avais zappé que Speed Racer le faisait en fait très bien. Alors c'est à moitié de l'animation, forcément c'est de la synthèse, mais quand les Wachowski font les transitions dans Speed Racer, c'est complètement les transitions que tu verras chez Kon. Il y a que ça, il y a pratiquement aucun cut normal dans le film. C'était la première anime américaine, enfin la première anime japonaise à être diffusée sur la télévision américaine. C'est pour ça qu'il a ce statut particulier aux États-Unis, et la Warner l'avait dans ses cartons depuis un moment, sauf qu'ils avaient aucun intérêt à essayer de réadapter ça pour un public contemporain, jusqu'à ce que les Wachos s'y intéressent pour au départ se racheter un peu. Enfin, c'était pas eux pour se racheter eux, mais c'est surtout Joel Silver qui leur avait complètement fait confiance et qui était très très mal en point à la Warner à cette époque-là. Et en gros, les Wachos se sont demandé quel type de blockbuster ils pouvaient faire pour revenir dans les bons papiers. Et ils ont eu cette idée que moi je trouve brillante, mais qui n'a pas été suffisamment communiquée, qui était qu'on ne peut vraiment faire du cinéma expérimental qu'en s'adressant aux enfants, au sens où à partir
12 ans, le spectateur lambda commence à développer tout un tas de mécanismes de résistance, qui sont basés sur ce qu'il croit avoir compris du monde. Et ça ne fait qu'empirer en étant adulte, alors qu'un enfant accepte tout naturellement. Et que donc, il n'y avait que dans le cinéma pour enfants que tu pouvais être vraiment expérimental. Et donc, c'est effectivement un film qui, au niveau de son langage cinématographique, a essayé d'intégrer des tas de codes qui viennent du jeu vidéo, notamment et de l'animation japonaise. Le fameux aussi, Ghost dont on parle tout le temps. Mais aussi toute une école, tout un courant artistique comme le Superflat japonais, des artistes comme Aoshima et autres, qui sont contenus et cités explicitement dans le film. Donc encore une fois, on se retrouve avec quelque chose qui est une tentative de compiler toute une culture populaire actuelle et en même temps une culture entre guillemets high-tech, enfin d'avant-scène, comme les Matrix le faisaient. Mais cette fois-ci pour un public qui sera peut-être moins con que celui de Reloaded parce qu'il aura moins de 12 ans. Et le problème, c'est que la Warner va sortir Speed Racer comme le film des créateurs de Matrix. Et donc, cibler un public adolescent. Évidemment, les ados vont pas aller voir un truc pareil. Moi, j'ai montré le film à des gamins, ils sont fous, les mômes. Moi, ça m'est arrivé. C'est comme ça que j'ai découvert, moi, le film. Je l'avais acheté genre... 5 € à Jiffy, un truc comme ça, dans un bac. Tu sais, parce que le DVD, triste destin. En fait, comme ça s'est fait pourrir à la sortie, ils essayaient de vendre les DVD comme ils pouvaient parce que c'était pas du tout la bonne cible. Mais quand j'ai regardé ça, à l'époque, je jouais tout le temps, genre à Gran Turismo et tout, j'étais fou. J'étais fou parce que le film, comme on dit, il emprunte les codes de l'animation japonaise. C'est quand même un film sur des courses de voitures, mais il est dynamique, mais j'ai jamais vu ça en fait. Le film est essoufflant à regarder. Il y en a dans tous les sens. Les voitures, elles volent dans tous les sens. C'est la première fois que je voyais un singe avec des trames dans le dos quand ils s'envolent, tu vois. Et franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, le film, je l'ai trouvé excellent étant petit, et je l'ai revu et tu comprends après tout en fait, le background et quels sont les ressorts en fait pour vraiment comprendre ce film. Mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise chose de le voir étant enfant, parce que tu le prends beaucoup plus de face et tu vois tous les petits codes qu'ils ont empruntés, et puis il y a beaucoup de couleurs, c'est très accrocheur à l'œil et c'est vraiment super intéressant à voir techniquement. C'est moins qu'on puisse dire au niveau des couleurs, effectivement. C'est un peu Mob Psycho dans le style. Ah oui, effectivement, maintenant que tu le dis, il y a quelque chose. Perrine, tu voulais réagir? Oui, c'est un film épuisant à voir. Enfin, moi j'aime énormément Speed Racer, mais c'est vrai que c'est un film, je pense qu'il faut être un tout petit peu en forme, parce qu'il est quand même très speed. Moi je me rappelle cette ouverture où on a 2 courses et puis en même temps on a des souvenirs des flashbacks, et là t'as genre waouh, 2 secondes, j'en ai pris plein la gueule pendant 2 secondes, enfin pendant 20 minutes, là c'était un peu violent, et en même temps c'est ça qui est génial, il y a un rush qui vient avec le film, il y a un rush d'adrénaline que je trouve extraordinaire. Et c'est vrai que tout à l'heure je disais que les vachos cherchaient pas forcément à ils faisaient le film qu'ils avaient envie de faire, et ils ont toujours fait ça, même avec leurs séries, etc. Ils le font. Et elles le font. Et en même temps, dans ce film-là, il y a un discours qui est clair et net et précis. C'est quand même l'histoire de 2 frères qui vont s'opposer à une grosse corporation en se mettant avec quelqu'un qui juge de confiance, qui finalement va se retourner contre eux. Et c'est les vachos contre Hollywood, c'est les vachos contre le studio, c'est les vachos qui finalement disent que c'est que par la sororité, la fraternité dans le cercle familial qu'on peut lutter et qu'on peut marcher. En fait, il n'y a que ça qui peut marcher et qui permet de lutter contre un système. Créer du collectif. Créer du collectif. Après, ça, on verra par la suite que c'était déjà dans Matrix, mais l'idée que le collectif, on le choisit. En fait, finalement, la famille, on l'a choisit. On se la crée. Mais là, c'était quand même les frères. Dans le film, c'est des frères, quoi. Enfin, même si un, encore une fois, est en transformation, etc. Mais c'est l'idée que c'est la famille qui peut. Ce cercle-là, ce cluster, ce qui va être employé plus tard, c'est ce cercle-là qui permet de lutter contre un système. Ce qui était déjà dans Matrix, on lutte aussi contre un système, mais là d'autant plus qu'il y avait une sorte de petite revanche perso pour le coup, de se dire on a été un peu massacré par le système, on a été écrasé par le système, on va utiliser ce film-là pour en parler aussi, même si c'est pour les enfants. Les références à l'art sont explicites, puisque la mère de Speed lui explique ce qui se passe quand elle le voit faire des courses, ce qui se passe en laine, en fait. De la même façon que Speed se rattache à l'expérience qu'il a avec son père lorsqu'il revoit cette course mythique des années 50 ou 60, qui les a rapprochés. C'est-à-dire que même en sachant à quel point Hollywood est pourri, comment ça
se passe, comment on fait ces films-là en coulisses, la magie persiste, la magie existe et justement elle crée, elle soude les communautés. Ouais. Alors ce qui est intéressant du coup, c'est que le montage sert, enfin en abolissant le cut en fait, on crée des liens entre des époques, entre des émotions qui n'ont pas forcément qui sont pas forcément évidents avec des règles de montage classiques et on en vient peut-être à Cloud Atlas là-dessus. Bravo, très belle transition. Je l'ai senti. Écoute, si ce n'était pas des autrices, la transition ne serait pas aussi évidente parce qu'on voit bien que Cloud Atlas pousse encore plus loin cette logique-là en superposant 6 histoires. Alors, Cloud Atlas, ce qui est marrant, c'est qu'on disait elles avaient un petit compte à prendre avec la production et donc finalement elles sont parties en indépendante parce que Cloud Atlas c'est un film indépendant que bon, le grand public le sait pas trop, mais c'est la plus grosse production indépendante depuis Apocalypse. Warner n'a fait que le distribuer et on parlait normalement de ce que Warner distribue très mal les Wachowski et c'est vrai, c'est que les Warner je pense ne comprennent pas les Wachowski, Warner ne comprend pas les Wachowski et un exemple vraiment simple et concret pour tout le monde. Matrix n'est pas vert en fait. C'est un truc incroyable, mais en fait le halo vert que tu as dans tous les plans de Matrix vient des éditions Blu-ray en 2008 et en fait tu regardes les éditions DVD d'avant, il n'y avait pas tout ce teinte verte et ils se sont dit que le spectateur était trop con pour comprendre quand ils étaient dans la Matrix ou pas et donc il fallait mettre une teinte verte quand ils sont dans la matrice. Je savais même pas. Et donc tu peux aller regarder sur des sites de fans qui font des comparaisons des plans et tu vois que les plans ont été transformés en une teinte verte. Problème résolu dans la version 4K Blu-ray, petit promo, j'ai pas de billes avec eux, mais voilà, ils ont fait un nouvel étalonnage qui est plus respectueux du étalonnage d'origine. En tout cas, Cloud Atlas, film fou, moi je crois que c'est mon préféré. C'est mon préféré parce qu'il aborde un message humaniste assez absolu qui est... en fait, l'idée... Du berceau à la tombe, nous sommes tous reliés. L'idée folle, en fait, c'est que les acteurs jouent plein de personnages à plein d'époques. Donc Tom Hanks, il va jouer 5 personnages, tous les personnages jouent plein. Et j'avais parlé de ce film avec une personne qui était très féministe, LGBT friendly et tout ça, et qui me parlait de la représentation des blancs. Et en gros, que les minorités devaient avoir plus leur place et que les blancs devaient laisser leur place. Et dire, regarde, c'est incroyable, un blanc, il n'a pas le droit de jouer, par exemple, un noir. Et je lui dis, mais attends, dans Cloud Atlas, que t'as aimé pourtant, à un moment, il y a une actrice asiatique qui joue une blanche. On l'a quand même débridée pour le plan et tout ça. Elle fait, ouais, mais ça passe, ça c'est bon. Je fais, mais c'est pas le message du film, le film te dit pas ça, justement. Elle fait, non, mais ça c'était bon, ça passe. Mais en revanche, qui joue vaguement un noir, Tom Hanks, ça passe pas. Je fais, mais c'est la même chose. Ça n'a pas empêché une association de défense asiatique d'attaquer le... C'est vrai. Disons que le maquillage, c'est peut-être pas le volet le plus heureux du film, on va dire. Mais en même temps, je pense qu'il est important que le spectateur comprenne qu'il s'agit bien du même comédien, parce que justement ça appuie la thématique du film. L'auteur du bouquin Mitchell avait été super décontenancé et agréablement parce qu'il pensait vraiment que son livre était totalement inadaptable, parce qu'en fait la cartographie des nuages, le concept c'est que ce sont des livres qui sont incrustés les uns dans les autres. Donc en fait tu lis la première partie d'un livre, puis encore une première partie, puis encore une première partie, puis après à un moment donné tu as une histoire complète qui est celle du milieu, et ensuite tu lis la fin de toutes les autres histoires, ce qui évidemment en film c'était même pas envisageable de le faire de cette façon là, et c'est là où le travail de Tickware et des fachos des Wachowski, ouais. On y arrive, je le savais. Je sentais venir depuis un moment, mais oui. On va redpiler votre auditoire. On choisit eux de battre les cartes, c'est-à-dire qu'en fait de recomposer toutes ces époques-là sous une forme de symphonie, et en fait ce sont des motifs et des thématiques qui vont se répondre musicalement jusqu'à donner ce tourbillon final qui dure une vingtaine de minutes, je crois. Perrine. Ce qui est intéressant, encore une fois, moi je trouve que Cloud Atlas c'est vraiment une œuvre. Moi je trouve ça extraordinaire. Vraiment, Cloud Atlas ça m'avait particulièrement bluffé. Mais au-delà de mon ressenti personnel, je trouve qu'encore une fois, on est relié pour le coup plus proche de Matrix que Speed Racer. Speed Racer était sur cette idée de famille aussi, mais là d'un seul coup on est sur la complexité de l'être. C'est la somme de tout ce qu'il a été aussi. C'est la somme. Donc c'est-à-dire que dire qu'on n'appartient qu'à une seule culture ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose d'impossible à dire en réalité, puisqu'on est la somme de beaucoup d'autres choses. L'âme est beaucoup plus complexe, l'âme est faite est beaucoup plus enrichie. L'idée que
on n'a pas qu'une seule forme, qu'un destin nous est tracé et en même temps qu'on peut le transcender, qu'on peut avoir son propre choix dans cette histoire. Il y a une bataille quasiment jésuite et janséniste dans un même film sur les mêmes personnages. Je trouve que il est en termes de profondeur, il est d'une complexité et d'une intelligence, et encore une fois toujours dans cette idée très progressiste finalement que sont les Vachos depuis le début. Encore une fois sur l'être n'est pas ce qu'il paraît, l'être n'est qu'une somme, et il montre ce qu'il a envie de montrer au monde, mais l'intérieur est bien plus complexe, ce qui encore une fois va se décliner par la suite. Mais je trouve que pour le coup dans Sense8 clairement, mais même d'une certaine façon dans Jupiter Ascending on va atteindre encore autre chose. Là ça sera sur une forme de figuration de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on projette et quels sont les mélanges qu'on peut faire. Mais c'est vrai que encore une fois c'est limpide au niveau de leur thématique sur toute leur carrière, et pour moi presque le clou de ça, presque encore plus que Sense8 que j'aime énormément, je pense que c'est Cloud Atlas qui résume un petit peu tout, et avec encore une fois une ambition artistique toujours aussi forte, toujours aussi prégnante, parce qu'on peut prendre n'importe lequel film ou série des Vachos, il y a des images qui restent, il y a des images qui marquent la pop culture pour toujours en fait, et je trouve que c'est quand même l'essentiel, et je trouve qu'il y a ça il y a des plans là quand il traverse entre des immeubles avec un vide pas possible il va essayer de rattraper une femme, je crois. T'as des trucs brillants. Moi j'ai un truc, c'est Matrix, les gens disaient c'est un peu débile, ça peut pas arriver, machin. Il refait Matrix de façon beaucoup plus concrète avec cette espèce de futur avec des prostituées clonées et ça, et dans 30 ans on pourrait globalement y être dans ce concept. J'exagère à peine quoi. Les mecs sont en train de voir le clonage, enfin voilà, c'est brillant à plein de niveaux quoi. Et ça leur a permis ce système de production là pour le coup de réaliser un film sans devoir répondre de King Kong. Aucun studio n'aurait pu produire un film comme aucune major américaine n'aurait pu produire un film comme ça, qui en plus leur était totalement inaccessible, et au sens sur le papier ils comprenaient même pas de quoi ça parlait. Je suis pas sûr d'ailleurs que le film fini parle à tout le monde en fait. Oui, pas du tout. Je pense qu'on peut se perdre assez rapidement si on choisit de se perdre. Mais quand ils ont fait ce montage international très compliqué pour le budget. En fait, c'était essentiellement des sociétés asiatiques qui ont produit le film, simplement parce que du fait du concept du karma, etc., l'histoire leur était un peu plus familière en fait, et c'est comme ça qu'ils ont monté ce budget. Alors après, on disait, excuse-moi Rafi, parce que l'heure tourne, il faudrait pas qu'on élude Jupiter, mine de rien. Mais justement, j'y arrive en fait, très bien. Parce que on a suggéré que la Warner les avait abandonnés. En fait, non, la Warner continue malgré tout de distribuer leurs films parce qu'ils ont encore des soutiens, même si ces soutiens doivent se battre aussi contre toute une administration qui est pas forcément favorable à continuer à produire des artistes aussi entre guillemets artistes, c'est-à-dire au sens de chieur, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Mais ils ont Jeff Rubinoff qui est à la Warner et qui est vraiment un gros soutien pour les Vachos depuis des années, puisqu'il a été leur agent enfin, dans les années 90 à l'époque où il faisait Bound. Et lui, Rubinoff, il est monté en grade évidemment avec Matrix. Donc il est bien installé à la Warner et c'est lui qui leur conseille de travailler l'idée d'une nouvelle franchise de SF avec cette idée d'en faire plusieurs films, donc de construire un nouvel univers. Et qui va lancer ce qui deviendra Jupiter Ascending. Sauf que ce qui va se passer, c'est que Rubinoff va sauter. Joel Silver, lui, il a déjà dégagé. La Warner a déjà arrêté son contrat avec lui après 30 ans de bons et loyaux service. Et en gros, ils comprennent que là, c'est foutu, quoi. Donc, Jupiter Ascending, c'est un film qui va se faire en mode prends l'argent et casse-toi. C'est-à-dire qu'ils ont un énorme budget pour faire le premier film qui est de l'ordre de 200 millions de dollars, mais ils savent que ça va être un seul film et il n'y aura plus rien après. Or, eux, ils ont commencé à faire une bible pour 50 films, si tu veux. Donc, et ça se sent, je pense, dans Jupiter Ascending, ils vont tout mettre là-dedans et essayer de rendre vaguement cohérent quelque chose qui sur 2 heures ne peut pas l'être. Le terme de space opéra, dans space opéra t'as opéra, et donc opéra ça implique des personnages, des archétypes, des situations émotionnelles, des parties. Ouais, mais bien sûr beaucoup de parties, et beaucoup de films qui tentent de faire maintenant du space opéra n'essayent même pas, quoi, tu vois. Et là t'en avais un, c'est que on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a un côté rétro dans ce genre de narration de science-fiction qui a un charme fou pour moi, quoi. Mais après, oui, c'est les conditions de production du film guident aussi peut-être un petit peu ce qu'il essaie de nous dire, c'est arrêter de
promettre sans cesse des blockbusters toujours plus grands, toujours plus forts, toujours plus indigestes quelque part. Oui, et puis il y a tout un aspect autobiographique qui est encore plus manifeste qu'auparavant, puisque c'est un film qui se fait alors que la transition de Lana est terminée, elle est officialisée. Et il y a clairement dans le film, outre le fait on n'a pas souvent ça dans des blockbusters de SF, une nana qui va vendre ses ovaires et qui se fait kidnapper à ce moment par des aliens, mais il y a tout un désir de construire un personnage d'archétype héroïque féminin en le rapprochant de leur propre expérience. Et donc on a dans ce film l'histoire d'une famille d'ouvriers russes qui sont les ouvriers polonais de Chicago, de la famille des Vachos. Ce complexe entre culture ouvrière populaire et les grandes instances hollywoodiennes, on le retrouve dans l'architecture des classes sociales entre les martiens qui sont dans leur palais brillant et elles qui nettoient les chiottes en ville. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses d'eux-mêmes qui racontent ou qui tentent de raconter dans ce film. Mais je pense que Perrine est je pense qu'on a fait pour le coup. Moi, je dirais que Jupiter's Ending, c'est sûrement l'œuvre des Vachos qui m'a le plus laissé. C'est pas un film facile. Qui m'a laissé sur le paillasson, quoi. Parce que oui, c'est clairement. Tu l'as dit, Rafik, c'est un film malade en fait. C'est vraiment terrible et ça se sent c'est-à-dire que pendant tout le film, on sent tous les prémices, tous les débuts de quelque chose et qui sont rattrapés par des espèces de pirouettes. Honnêtement un peu moche, un peu gaguesque régulièrement dans le film, qui je trouve finalement, parce qu'il n'y a pas le temps de développer, parce qu'il n'y a pas le temps de faire quelque chose, tombe à l'eau en permanence. Je pense au personnage d'Eddie Redmayne, cette espèce de fou furieux qui passe son temps à hurler, de crybaby qu'on comprend pas. Enfin, c'est-à-dire que rien n'est développé, rien n'existe, tout est plat, alors que finalement tout est là et c'est un film qui rend assez malheureux. Donc c'est vrai que je suis plus pour qu'on parle de Sense8. Très bien, vas-y du coup, parce que là le retourne, mais effectivement Sense8 c'est peut-être, après tout ce qu'on a évoqué dans Cloud Atlas, peut-être le passage au niveau au-dessus, peut-être plus explicite dans les thématiques aussi. Et on se donne le temps de traiter ces thématiques aussi. Totalement, c'est-à-dire que là d'un seul coup, pourquoi pas Netflix aurait pu être le parfait lieu pour que les Vachos puissent se développer comme elle le voulait en fait, puisque soi-disant Netflix leur donne plein de moyens, soi-disant blablabla. Il donne les moyens que si tu en rapportes. Voilà, c'est ça. Donc après, et en même temps ça a créé quelque chose, Sense8, parce que voilà, là clairement toutes les thématiques abordé dans tous les films précédents des Vachos, c'est dans Sense8. Tout y est sur la transformation, le transgender, la sexualité, le genre, tout y est. L'idée qu'on est des êtres multiples, qu'à l'intérieur d'une personne il y a beaucoup plus d'âmes que ça, littéralement, puisque là on est dans un cluster de 8 personnes qui peuvent rentrer dans quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment cette idée là, tout est ultra mélangé, c'est ultra contemporain. Au moment où ça sort, on est déjà dans des questions abordées sur le genre, enfin toutes ces questions là existent, mais elles ne sont pas aussi développées que maintenant. Et en fait finalement les Vachos ont toujours été en avance un petit peu sur leur temps, sur les questionnements, que ce soit sur la technologie mais aussi sur les questions presque sociétales. Elles étaient déjà là. Et après c'est vrai que la série s'est aussi faite dans quelque chose d'un petit peu compliqué, au moment où Larry a dû faire sa transformation un petit peu sous pression des médias, et ça a été quand même pas terrible pour elle, et devenue Lily. Andy. Larry c'est Andy. Comment ? Oui effectivement c'est Andy qui est devenue Lily, et ça c'était un peu très douloureux pour elle. Donc c'est vrai que ça a compliqué les choses, mais ça reste une série monde, une série qui a compris la globalisation du monde, et je trouve que elle est fortement intelligente. Puis alors des scènes des scènes orgiaques sont particulièrement intéressantes filmées. Ils savent filmer le sexe, qu'ils ne filmaient pas tant que ça finalement dans leurs films d'avant. À part Matrix 2. Chloé, je crois que c'est une série qui t'est chère. Oui, elle m'est chère, mais principalement parce que pour moi c'est aussi une série feel good en fait, par rapport à beaucoup positif. Non mais mais par rapport à beaucoup d'œuvres des Wachowski justement, là on sent en fait limite qu'elles sont arrivées à un point et qu'elles veulent transmettre du coup cette énergie beaucoup plus positive. Je sais pas le message que je ressens dans Matrix en fait. Matrix, tu sors de la crise et tu atteins une forme de plénitude. C'est ça, c'est cette plénitude, c'est cette acceptation, c'est juste une série qui te porte en fait.
sans juste parler de son appui pour la communauté LGBTI, qui justement a fait énormément connaître la série, parce que c'était justement une des premières séries LGBT friendly, mais juste voilà, ça apporte cette vague de plénitude qui est fantastique. Mais c'est vrai que moi je l'ai trouvé plus légère, ne serait-ce que dans toutes les thématiques qui ont été abordées avant et qui sont reprises dans Sense8, c'est même beaucoup plus explicite en fait. J'ai l'impression que la série veut pas forcément te faire réfléchir sur les mêmes choses, et plutôt justement sur les relations qu'ont toutes ces personnes entre eux, par rapport aussi au fait qu'ils peuvent communiquer différemment, qu'il y ait des personnes qui sont en transition. On sent que j'ai eu l'impression que le message n'était pas forcément le même si c'était une combinaison de tout ce qui avait pu être traité avant, et que c'était surtout beaucoup plus explicite et plus facile à comprendre. La série te tend assez bien la main vers ça en fait. Parce qu'il y a plus de temps aussi en fait, c'est-à-dire que là pour le coup on n'est pas dans un film de 2 heures, oui, on est sur plusieurs épisodes, donc on a le temps d'explorer plus en profondeur ces thématiques-là. Mais je vois aussi par exemple qu'il y a toute la question de la famille contre les instances dirigeantes, contre un monde dangereux, l'idée qu'on s'unit encore une fois, la famille qu'on choisit, la famille qui est à l'intérieur de nous aussi, et qui va lutter contre une puissance supérieure. Ça c'est encore là. Il y a toute cette idée un petit peu conspirationniste, mine de rien, qui était déjà là depuis Matrix. Finalement c'est presque eux qui ont inventé les conspirations, etc. Enfin, voilà. Petit article de William Oduro et Damien Leloup, effectivement. Il y a un petit article du Monde cette semaine là-dessus. Ouais. D'accord, mais bon, il y a toute cette idée-là. En tout cas, je trouve que voilà, l'idée de la conspiration est aussi dans Sense8, puisqu'on a là d'un seul coup des gens qui vont se monter les uns contre les autres. Donc je trouve qu'il y a quand même c'est plus explicite, c'est plus simple, c'est vachement plus positif, et ça c'est vrai parce que voilà, c'est une série ultra positive, mais je trouve qu'elle a quand même des ressorts de complexité, et surtout encore une fois visuellement elles ont pas peur de tenter des choses. C'est quand même visuellement toujours aussi avant-gardiste en fait, et que je trouve qu'on va en revoir dans d'autres séries, repris cette manière de filmer les personnages, les scènes de combat et les scènes de sexe. Les transitions aussi. Et les transitions bien sûr, elles sont incroyables. Alors là c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour elles, mais mine de rien elles vont revendre leur siège faute de projet cet automne 2018, KinoWorks, faute de projet, ce qui laisse entendre qu'elles ont peut-être achevé le grand arc de leur carrière. Où est-ce qu'elles peuvent aller aujourd'hui ? Est-ce qu'on a touché au terme ? Est-ce qu'on est arrivé au terme de ce que peuvent faire les Wachowski au cinéma et en série ? On se rend compte au fur et à mesure de leurs œuvres en fait qu'il y avait des messages subliminaux qui étaient là depuis des années et des années, et qui se sont énormément concrétisés au fur et à mesure de leurs œuvres. Après, ça ne dépend. Pourquoi subliminaux ? Quand tu re-regardes Matrix, en sachant que toutes les deux allaient devenir des femmes, tous les dialogues, tu peux les reprendre avec une vision de la transidentité. Que ce soit la pilule bleue et la pilule rouge, que ce soit la fin. C'est pas forcément si subliminal que ça. Donc, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on pouvait pas le deviner. À l'époque, on savait pas que les frères Wachowski allaient devenir les frères Wachowski. Non, on savait pas. Mais la question du choix étant au centre de la saga. En fait, moi, je me souviens quand on a découvert justement qu'une des raisons d'ailleurs pour laquelle il voulait pas donner une interview, c'est qu'elle était en transition. La réaction de beaucoup de gens, ça a été ah bah oui, forcément. Enfin, il y avait quelque chose de naturel. Ça semblait logique, mais c'était pas déjà prédéfini au tout début, comme justement le premier Matrix ne laissait pas présupposer le second. On retrouve un petit peu cette vague. Mais voilà, de nouveau, ça ne dépend plus que d'elles maintenant, à voir si elles ont encore des messages à nous faire passer, ou est-ce que après, elles n'ont pas pu finir forcément Sense8 comme elles voulaient aussi. Donc c'est pas que d'elles, je pense. Ça peut amener. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des producteurs qui veuillent les accompagner et qui arrivent à convaincre les majors de débloquer du budget, et puis surtout des producteurs qui se rappellent qu'ils sont moi j'ai toujours du mal avec ça, mais qu'ils sont capables de faire aussi de la pop culture au sens le plus large du terme. À une époque, ils devaient reprendre le projet King Conan écrit par John Milius par exemple. Moi je rêverais de le voir signé par les Wachowski, parce que on va faire un Kickstarter alors. Bonne idée. Dernier point les amis, on va aller très vite malheureusement, mais quel héritage laissent les Wachowski dans le cinéma actuel ? Est-ce qu'il y a des héritiers, des héritières ? D'accord. Voilà, est-ce qu'il y a des héritiers, des héritières qui se sont emparés des thématiques pour les traiter ? Moi j'ai un exemple très concret qui va très vite, c'est le dessin animé Steven Universe, qui est un dessin animé pour enfants de Cartoon Network, qui parle de comment tu peux gagner des batailles sans forcément lever le poing ou l'épée.
et qui te parle. On parlait de cluster. Enfin, voilà, pour ceux qui s'intéressent, c'est quand même un personnage. Le héros est un personnage masculin rondouillard qui n'est pas spécialement beau. Ses mamans sont 3 extraterrestres qui ont une sexualité, on va dire, assez ouverte. C'est sous-entendu très très grossièrement. Et elles ont toutes des grandes armes. Et lui, il a un bouclier. Voilà, juste ce genre de choses. Et voilà, c'est une très bonne série. Je la recommande à tout le monde à ce niveau-là. Rafik, tu choisis pas toujours tes héritiers, hein, bien sûr, mais un mec comme Zack Snyder, en fait, n'aurait jamais fait le genre de film qu'il a fait si les Vachos n'avaient pas posé les bases avant. En tout cas, montrer qu'on pouvait aller plonger dans la pop culture comme on plonge dans une partouze de Sense8. C'est-à-dire vraiment, lâche-toi, prends tout ce que tu veux et régénère-toi avec ça. Mais avant, quand tu travaillais dans un genre donné, tu restais quand même bien encadré par ce genre-là. Ils ont montré notamment avec Matrix bien sûr, mais tout le reste, qu'il y avait aucune frontière. Tu pouvais aller choper partout et recoller les morceaux en l'occurrence. Alors Perrine, Chloé, Titouan, rapidement, désolé. Ah oui, non, moi j'ai mentionné tout à l'heure, je pense que clairement des gens comme Nolan leur doivent beaucoup pour l'idée du blockbuster intellectuel, même si Nolan pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Pour le coup, je pense elles ont ouvert cette porte vers l'idée qu'un blockbuster n'était pas que du divertissement pur et dur, mais qu'on pouvait y mettre clairement beaucoup de choses dedans. Chloé, Titouan. Pour moi, là comme ça, non, j'en ai pas. C'est peut-être aussi un petit peu tôt. Après, niveau pop culture, il y a forcément Ready Player One, tu vois. Alors après Ready Player One, c'est dans le traitement, mais c'est Spielberg, c'est pas tellement un héritier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis c'est surtout qu'en plus, ils avaient déjà l'idée quand même. C'était déjà des gens qui piochaient dans la pop culture et c'est quand même quelque chose qui se fait quand même assez. Qui se fait beaucoup. Alors moi, à titre personnel, je serais allé chercher du côté du jeu vidéo. Alors bon, Kojima est un contemporain, donc c'est un petit peu triché, mais il le voulait pour le jeu Enter the Matrix. Moi, je pensais plutôt à Yoko Taro, à qui on doit Nier et Nier Automata, étant donné que toute la question, du post-apo, du cyberpunk, de la transidentité aussi, avec la passation de témoins d'un personnage jouable à un autre. Je vais pas spoiler ce qui se joue autour de ça, mais c'est assez fort. Je pense que finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux méta qui interrogent le rapport du joueur à l'interface et à ce qu'il est déterminé à faire. Justement, Metal Gear Solid le faisait très bien et qui se sont emparés de ça. Peut-être que finalement le langage de l'interaction du jeu vidéo se prête peut-être plus à une exploration des thématiques des Wachowski que dans le blockbuster. Enfin, ça c'est mon avis. Peut-être un peu trop sclérosé par les Marvel, ou alors il faudra attendre qu'on sorte de ce grand tunnel, peut-être pour voir poindre des choses un peu plus audacieuses sur ce terrain-là. Moi je pensais juste, et pour finir ça, à Pacific Rim, qui je pense n'aurait peut-être pas pu se faire de cette manière s'il n'y avait pas eu Matrix avant, pour montrer qu'on pouvait faire des blockbusters japonisants. Voilà. Et digérer respectueusement l'antenne d'influence, effectivement. C'est tout pour ce grand débat. On a été assez loin sur pas mal de choses. Merci à vous, Perrine. Merci à Rafik. Merci. Il fait très très chaud, donc on va abréger, on va aller assez vite. C'est l'heure, les amis, du quiz musical. Alors le quiz musical, 2 équipes, l'équipe rouge, l'équipe bleue. Donc vous me voyez venir, effectivement, ce coquin de PJ nous a fait donc pilule rouge, pilule bleue. Donc je rappelle, c'est 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Donc surtout, ne vous disputez pas. On va cacher les écrans avec les feuilles, car les gentils gens du chat grillent toujours les réponses. Ils se plaisent à jouer et on les en remercie. Donc voilà, je rappelle 5 morceaux. Cette semaine, le thème c'est Diams la Bullet Time, tout simplement. Donc un quiz spécial ralenti. Donc ralenti au cinéma, ralenti dans les séries, ralenti dans les jeux vidéo. Les ralentis iconiques, il n'y en a pas tant que ça, des gros. Donc le quiz est quand même assez sélectif. Vous avez vos chances. On commence avec le premier morceau. La tarte à la crème. Matrix, ouais. Il fallait saisir. Mais qui l'a dit en premier? Ah, tu l'as dit en premier? C'est Rafik. Ok, pardon. Ils l'ont dit à peu près en même temps. D'accord, très bien. Un point pour l'équipe rouge, du coup. 1-0. Propellerheads Spy Break sur l'OST de Matrix, effectivement, 1999. Et PJ qui fait la basse dans le studio, très bien. 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Alors, ça c'est Reloaded. Ce n'est pas Reloaded. Équipe bleue, c'est un film qui date de 1997-98. Le premier bullet time avant Matrix. C'est un film de super-héros. J'allais dire, pour moi c'était Michel Gondry avec la pub de la vodka, donc alors c'est un film de super-héros avec des blousons noirs. Non.
Ouais, bon. Non, mais la parole n'était pas à l'équipe rouge du coup. Blade. C'était Blade, tout à fait. Désolé Rafik, mais comme voilà. ça au moins ça fait 1-1 avec Matrix. Ça fait un très bien. Bah, c'était Blade, le petit. Je l'ai pas entendu, parce que je t'entends pas. Les bêtes sont très forts effectivement. Blade, donc premier bullet time un petit peu avant Matrix, 6 mois avant. Donc c'est le petit sourire narquois dans les commentaires YouTube qui dit Prums. Voilà. Donc film assez important techniquement, un peu moins on va dire sur le plan purement cinématographique. Peut-être que le deuxième et peut-être. Le deuxième c'est un chef-d'œuvre. Mais un autre niveau. Au moment où il sort, en tout cas, on est content de voir ça. Ouais. On est très content de voir ça. Donc New Order, Confusion, remixé par Pump Panel, un partout pour l'équipe rouge et pour l'équipe bleue. Troisième morceau. Un ralenti qui a inspiré toute une génération de fans de comics. C'est Days of Future Past. C'est Days of Future Past. Wow. Bravo. C'est la scène de Quicksilver. La scène de Quicksilver que j'ai. Pourtant, je t'ai regardé, j'ai cru que t'allais la trouver. J'étais pas sûr à 100%. Et de toute façon, heureusement que je l'ai pas trouvé. J'aurais eu honte de moi-même. Oh là. Non, effectivement, la scène de Quicksilver dans X-Men Days of Future Past avec tout ce travelling rotatif assez incroyable. Très belle scène. Justement, voilà le bullet time. Peut-être avec toutes les tarte à la crème, tu vois. Donc 2-1 pour l'équipe bleue. Quatrième morceau, on va dans le monde du jeu vidéo cette fois-ci. Splinter Cell. Non, équipe rouge. C'est un GoldenEye. Ce n'est pas GoldenEye, équipe bleue. C'est un jeu l'ai. vidéo qui s'est approprié la notion de bullet time. Mais c'est Max Payne. Wow. C'est Max Payne, bravo. Yes. C'est Max Payne. Bravo. Voilà, Max Payne, jeu de Remedy sorti sur PS2, Xbox et très PC. Très mauvais film. En 2001, très mauvais film interactif, on peut le dire. Non, le film, tu veux dire. Le film. Effectivement, oui. Parce que Max Payne, en termes narratifs, c'est pas ouf. Non, Max Payne, c'est pas très. Oui, c'est pas ouf non plus. Voilà, c'est un bon jeu, mais c'est pas. C'était un jeu qui était assez audacieux à l'époque parce qu'il s'appropriait les mécaniques de bullet time avec une petite jauge. On pouvait justement ralentir l'action et sauter sur le côté avec les pistolets comme ça. Pampan, 3-1 pour l'équipe. Pour l'équipe bleue. Dernier morceau, quand même, pour la beauté du geste, dans le monde des séries, celui-ci. Speed Racer. Pardon ? Speed Racer Macagogo. Pardon ? Non, ce n'est pas ça. Il a dit série, donc Speed Racer, c'est pas une série. C'est une série d'animation. Ça pourrait. Mais oui, la série. Pensez au ralenti, je vais vous donner un. L'homme qui valait 3 milliards. Bravo Perrine. On est ensemble. J'allais donner l'indice. Mais bon, voilà, c'était. T'avais donné ça ? Ouais, non, j'allais le donner. Mais bravo Perrine. Donc c'est sur un score de 4-1 que se termine ce quiz musical, ma foi. Sorti, en fait. Bravo. On reste dans la matrice à cause de vous. Bravo. On gagne cette super édition qui est vide car elle est répartie tout autour du plateau. Et elle est avec les amis, c'est l'heure des recommandations. En avez-vous ? Titouan ? Ah bah moi je recommande fortement Mob Psycho et Sekiro, je l'ai testé tout à l'heure et j'ai été assez étonné. J'aime beaucoup. Tu avances beaucoup plus vite que moi dans le jeu, effectivement. J'avance, voilà, coup de sabre, c'est sympa. Voilà. Un jeu qui ne vous épargne pas, qui vous éprouvera au moins autant que Speed Racer. Oui, ouais. C'est un beau parallèle. Ouais. Chloé, une reco ? Moi, je réitère ce que je disais tout à l'heure, même si Cédric vous a très très mal vendu Shazam, au final, il est quand même. On passe un bon moment, donc donnez-lui sa chance. Ça fait 2 fois entre Nicky Larson et Shazam, tu fais gaffe, Cédric. J'ai compris que j'étais un immonde connard. Petit geek bougon. Petit geek bougon, RPZ, tout à fait. Bon, du coup, ta reco ? Eh ben moi, tu t'en doutes, déjà il y a Monsieur Bobine qui a fait une vidéo sur le de-aging. Alors elle a 2 semaines, donc elle est plus reco, mais il faut y aller parce que c'est vachement bien. Monsieur Bobine il fait rarement des vidéos techniques en plus. Et la deuxième reco, je l'ai revu une deuxième fois aujourd'hui, c'est Us de Jordan Peele qui se fait un peu méchamment bâcher parce que les gens captent pas, parce qu'encore une fois on les flatte pas. Comme on parlait tout à l'heure dans Matrix, on flatte pas spécialement leur ego, on leur donne pas ce qu'ils veulent et donc les gens ils sont pas contents, mais c'est un film un peu plus intéressant que Get Out qui était très, très bien mais très direct. Là c'est un film plus tentaculaire, plein de symboles cachés et qui implique de réfléchir un peu plus. Perrine. Je savais pas faire une reco. Pardon, mais je demande à Rafik et je te laisse le temps de. Non, j'en ai une, au hasard. Alors, je sais que c'est peut-être pas trop ce qu'on aborde ici, mais il y a une comédie romantique avec une touche de fantastique dedans qui vient de sortir, qui s'appelle Mon Inconnu. Et honnêtement, je vous encourage parce que c'est assez rare en réalité de voir une vraie bonne comédie romantique bien écrite qui est vraiment une comédie.
et qui est vraiment romantique et qui en plus a une touche un petit peu Richard Curtis dans In a Bad Time. Je vous encourage vraiment à le regarder parce que c'est vraiment bien, c'est rare une très bonne comédie romantique. Allez-y. Merci. Et toi, Rafik? Comme on n'en a pas trop parlé, je vais conseiller Bound tout simplement, donc des Wachowski, qui a été fait pour pouvoir faire Matrix, puisque donc le conseil de Joel Silver, c'était personne ne vous donnera le pognon nécessaire pour faire un film comme ça si vous n'avez pas montré ce que vous valez derrière une caméra, et donc il aura conseillé de faire le plus petit film possible et le plus efficace possible, et ça a donné Bound, qui se passe entre 2 appartements et en gros 3 personnages, qui est un excellent huis clos, film noir, et qui a rendu à l'époque jaloux pas mal de monde, dont un gars qui venait de produire un film avec Sharon Stone et Isabelle Adjani, qui en voyant Bound s'est dit mais pourquoi j'ai dépensé 40 millions de dollars pour la merde que je viens de faire alors que je pouvais avoir ces $là pour faire un vrai thriller. Et voilà, c'est pour les scénaristes, pour ceux qui veulent se lancer dans le scénario, c'est un film à recommander aussi pour montrer l'efficacité de l'écriture des Vachos qu'on a tendance à sous-estimer. Effectivement, des narratrices pionnières. Moi j'en ai 2 très rapides. Du coup, Megazone 2-3, qui est un OAV japonais qui a grandement inspiré dans les thématiques, en tout cas, Matrix, notamment sur toute la question de la simulation, de la découverte de la réalité du système dans lequel on évolue, puis sur même tout simplement un pionnier du cyberpunk dans l'animation japonaise, ça date des années 80, c'est assez fou. Il me semble qu'il y a un nouveau film, d'ailleurs Megazone 2-3, qui va arriver, qui est en production, et un autre animé, décidément cette semaine, 2 recommandations animées. Redline de Takeshi Koike, voilà, c'est un peu le Speed Racer avec les potards à 12, en full animation, 10 ans de production, un court-métrage révolutionnaire au début des années 2000, qui est retranscrit brillamment dans la scène d'introduction, et pendant tout le film on va suivre cette espèce d'angoisse de ne pas pouvoir reproduire l'exploit de l'introduction du film, avec donc toute une mise en abîme de l'artisan qui anime, et en même temps du conducteur qui a peur de reprendre la route. Et c'est un film assez bouleversant et assez incroyable, donc si vous aimez l'animation japonaise, ou même si vous aimez tout simplement les belles cylindrées, foncez, c'est un film assez incroyable. Voilà pour mes 2 recommandations. Les amis, comme le veut la tradition, c'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce numéro 90 d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. Perrine, Rafik, où peut-on vous retrouver? sur nos ciné bientôt. Des films en préparation. Moi bientôt sur Arbaré sur Image pour Post-Pop, et puis le site hors série avec une émission qui s'appelle Dans le Mythe, dont on va allez voir. Et une petite projection de Scott Pilgrim aussi dans les jours qui viennent. Tout à fait, Scott Pilgrim. Et puis, si vous avez des enfants, je vous inviterai au mois de juin à venir voir un sacré chef-d'œuvre qui est Brisby et le secret de Mine de Don Bluth. La projection d'après-midi avec goûter. Et comme je connais très peu de gens qui ont vu ce film en salle, et c'est vraiment une merveille. Merci à vous deux, merci Tutor, merci Chloé, merci Cédric. Il le dit pas, il l'a teasé avec Rocky Rama. Peut-être que quelque chose en rapport avec ce que nous venons de parler aujourd'hui se prépare. J'avais écrit en 2004 un site qui s'appelait Matrix Happening, voilà, qui avait beaucoup plu. On continue encore aujourd'hui à me demander où est-ce qu'on peut le trouver. Il est plus accessible. Sur Wayback Machine, on peut quand même le retrouver sur Wayback Machine, voilà. Mais avec Rocky Rama, on va effectivement sortir un livre qui sera une version augmentée et conclue, parce que le site n'était pas conclu, de Matrix Happening. Voilà, ça devrait arriver à la rentrée. Fantastique. Rentrée septembre. Oui. Très bien. Bon on rendez-vous du coup en septembre pour retrouver tout ça. Voilà, j'avais pu le feuilleter sur Wayback Machine, c'est assez passionnant, donc j'imagine qu'il y aura tout un volet consacré à Révolution. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, et nous on va se rafraîchir un petit peu. Bon dimanche. Salut. À plus. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.